Action. On est parti, action. Donc, on va essayer de conclure, j'espère vraiment conclure ce soir, parce que la semaine prochaine, comme on l'a dit, il n'y aura pas cours. La semaine d'après, on passera sur Purim. Donc là, j'espère vraiment conclure ce soir les thèmes qui nous restent. Il nous reste 3 thèmes à essayer d'aborder et de finaliser autour du couple. Bienvenue à vous, Johan et Tom. Allez, entrez, on vous a demandé pour commencer, pratiquement. Donc, on y va. On a parlé de plusieurs thèmes, oui, alors on a parlé déjà de la communication. On va peut-être démarrer par ça, la communication dans le couple. On a déjà rapidement évoqué le sujet, évidemment, le sujet des disputes, dans le sens où de l'incompréhension. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, des disputes dans un couple, c'est normal, c'est inhérent à toute relation de couple qu'il y ait des différends, même des différends qui peuvent mener à des disputes. Évidemment, le boulot va être de les raréfier, de faire que plus le temps passe, plus on se comprend, moins on a besoin d'arriver à ce stade-là. Mais en fait, les disputes qui vont arriver dans un premier temps, c'est pas dramatique. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à les gérer. Les gérer, par exemple, une idée là que j'ai pas notée, mais qui est fondamentale. Noam, note bien ça dans un coin de ta tête parce que c'est concret là. Ce qui est indispensable, c'est quand on va se marier, avant de se marier, de se coordonner avec notre chair, d'accord, notre épouse, notre future épouse, notre époux, sur un temps maximal on va laisser la dispute on va dire prendre le dessus, comment dire, il y a un temps de macération, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en gros, d'accord, on va expliquer, ça va être très simple. En gros, on se met d'accord, on se dit voilà, on va disputer, c'est normal, c'est logique, on va développer pourquoi c'est normal de disputer dans un couple, c'est normal, mais par contre on se met d'accord, regarde, maximum, on va dire le pire du pire, c'est le soir, on ne va pas dormir sans s'être rabiboché. Le pire du pire, d'accord, plus que ça, c'est pas possible, au maximum. Donc si on s'embrouille à 23h, on va dormir à 23h15, et bon, on a un quart d'heure, on se débrouille. Okay, on se débrouille, on va faire le nécessaire, mais c'est un accord entre nous. Et on doit se dire, il n'y a aucune dispute, parce que sinon c'est trop facile, on va dire, non mais là c'est spécial, d'accord. Après, ce sera toujours spécial. Donc il faut qu'on se dise, dans tous les cas, peu importe, on se débrouille, on ira dormir plus tard, on ira dormir à minuit, à 1h du matin. Mais c'est un principe clair et net entre nous, maximum qu'on va dormir, il faut que ce soit résolu. On ne va pas dormir en ayant un ressenti l'un sur l'autre, en ayant des griefs l'un sur l'autre. Ça c'est un exemple. On peut faire beaucoup plus court. On peut dire une demi-heure, 1 heure. En 1 heure après, il faut qu'on ait résolu l'histoire, il faut qu'on soit passé à autre chose. Et au fur et à mesure, on peut même essayer de revoir au bout de 5 ans en disant regarde, maintenant on a réussi, le soir on a réussi, maintenant viens on passe à 1 heure, viens on passe à une demi-heure, et on arrive à réduire le temps. C'est un accord qu'il faut conclure entre nous avant le mariage, parce qu'après le mariage c'est fini. D'accord, c'est fini dans le sens où on n'a plus la bonne volonté au même niveau que ce qu'elle était avant. Donc c'est avant le mariage qu'on se met d'accord. C'est indispensable. Sinon, d'accord, je parle d'expérience vécue et d'expérience de gens autour de nous, ça peut durer des jours. On peut rester des colocataires qui ne se parlent pas pendant des jours si on ne s'est pas mis d'accord là-dessus. C'est dramatique. Donc la première chose à faire, ça va être dans la gestion des disputes, on va voir comment est-ce qu'on va les gérer, mais aussi dans le timing, dans la temporalité. Il faut que ce soit réduit au strict minimum, et ça on se met d'accord avant le mariage. On peut mettre des paliers, hein. Pendant 2 ans on se met sur ça, et après on verra plus tard pour réévaluer la situation. D'accord ? Maintenant, l'origine des disputes. Alors, si je vous demande quelle est l'origine des disputes selon vous, c'est assez facile quand même. Qu'est-ce qui peut justifier facilement le fait que quelqu'un, d'accord, de façon générale et en très bon terme avec tout le monde, s'entend bien, même si certaines fois ils ne sont pas d'accord, mais bon, c'est pas grave, on accepte que l'autre ne soit pas d'accord avec nous et on passe à autre chose, ça ne va pas générer une dispute. Et ça peut être vrai dans le cadre familial, entre frères et sœurs, avec des parents, avec des amis, avec des collègues, avec qui que ce soit. Pourtant, dans le couple, malheureusement, les mêmes différends, en général, ils mènent à une dispute. Pourquoi dans le couple c'est favorisé? Je vous écoute, oui, Mickaël. Quand il y a une incompréhension dans le couple, quelqu'un qui n'a pas compris l'autre et qui a mal interprété une des raisons. Ouais. Alors, bonsoir, ça va et toi? Rappelle-moi ton prénom. Ben, Benjamin. Ben, bienvenue Ben. Merci. Excuse-moi d'avoir oublié. Ouais, donc on a dit, ouais, pourquoi pas, l'incompréhension. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin peut-être, parce que l'incompréhension, on peut aussi la trouver dans d'autres cadres. Pourtant, une incompréhension dans un cadre hors du couple, en général, ça ne va pas mener à une dispute. Ça va mener à, ok, on n'est pas d'accord, on s'arrête là. Pourtant, dans le couple, ça va aller plus loin. Ça ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Oui, Cécile? Peut-être parce que ça nous touche plus, vu qu'on a des sentiments Ouais. très forts par exemple. Ouais. Et aussi parce que comme on partage du coup la vie avec la personne, on a plus le besoin qu'elle soit
alignés sur la même longueur d'onde que nous, enfin qu'ils soient d'accord avec nous, par exemple. On va vouloir partager des valeurs et des principes. Et puis même, on va se dire, attends, je sors avec elle, pourquoi elle n'est pas d'accord avec moi là-dessus, en fait. Ouais, parfait. Pas loin, tu veux dire quelque chose? J'allais dire l'équiproquo, mais je pense que c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Alors, les quiproquos, on peut aussi les trouver de façon générale, dans les restes des relations. Pourtant, voilà, il y a un quiproquo, ok, il ou elle a dit quelque chose que j'ai mal interprété, mal compris. Pourtant, voilà, on peut arriver à une dispute. On passe à autre chose, basta. On s'explique, ok, tu voulais dire ça, j'ai mal compris. On passe à autre chose. Dans un couple, il y a quelque chose qui empêche cette fluidité-là. Quelque chose de particulier. Oui, Noam? Non, Non, faut pas bouger avec moi. Quand on bouge, ça veut dire qu'on prend la parole. Non, je rigole. Non, mais des fois, tu vois, je veux dire quelque chose. Ça vient, Voilà. Des fois, il y a de l'incompréhension, sauf qu'en fait, du coup, on essaye de trouver un accord commun. Voilà, pourquoi tu comprends pas ça? Parce que moi, je pense ça, et moi, je pense ça, je pense ça. Sauf qu'en fait, le débat, le ping-pong, en fait, il est même pas sur le même sujet. Alors qu'en fait, ça peut être un tout petit peu décalé, mais l'un débat sur une certaine variante de sujet et l'autre débat sur l'autre. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ça crée de la compréhension. Exactement. Exactement. Alors ça aussi, on va développer. Parfait. Bravo, on voit un habitué. On voit quelqu'un de concerné. Ok. Alors, ce que Cécile a dit aussi était très vrai, et ça m'a, pour mettre peut-être un peu des mots un peu plus précis ou peut-être différents, c'est pas exactement ce qu'elle voulait exprimer, mais peut-être je vais rajouter. C'est aussi en fait qu'il y a beaucoup une forme d'égoïsme dans le couple, dans le sens où, dans un premier temps en tout cas, je ne veux pas dire que c'est malheureux parce que c'est naturel. L'homme est naturellement égocentrique et on l'a déjà dit, heureusement. Comme on l'a déjà dit, on le répète, dans le verset qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, on dit tu devrais aimer le prochain, l'autre comme toi-même. Ça nécessite, ça oblige le fait de d'abord s'aimer soi-même. Je ne peux pas aimer l'autre comme moi si je ne m'aime pas moi d'abord. Et c'est pas égocentrique ça, c'est juste humain. Que quelqu'un s'aime soi-même, c'est humain, c'est normal, c'est indispensable. Il faut avoir une estime de soi qui soit, on va dire, solide, consistante. Et ensuite, c'est ça qui me permet d'avoir un point de repère sur lequel je vais me baser pour pouvoir aimer l'autre. Et ensuite, je dois aimer l'autre comme moi. On ne me demande pas d'aimer l'autre plus que moi, parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il y a cette réalité qui est qu'un homme, il y a cette égocentricité, cet égoïsme naturel. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut réussir à le dépasser. Et donc, quand on a quelqu'un face à nous, avec qui on partage des valeurs, et qui, on est censé partager des valeurs, et qui, dans certaines situations, va émettre un avis différent d'une autre, notre côté égoïste nous fait refuser d'accepter ça, parce que ça va à l'encontre de notre personne. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est vrai dans le couple, parce que c'est dans le couple qu'on a ce rappel-là, ce retour qui est constant, beaucoup plus que des échanges qui sont externes, qui n'ont pas le même lien, la même intensité. Donc ça, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Ce que disait Noam, au niveau de la compréhension, c'est beaucoup là-dessus qu'on va s'arrêter. Mais avant cela, d'abord j'ai encore quelques points à soulever. C'est aussi que l'origine des disputes, c'est souvent le sentiment que l'autre est là pour nous. L'autre est là pour moi. On a déjà parlé de ça dans le cours d'introduction, qui était le cours donc, de la compréhension même de ce qu'est l'amour. On a souvent ce sentiment-là qui est malheureusement très 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 présent au début au moins. Et malheureusement, ça peut rester encore longtemps si on n'a pas compris qu'on doit changer de paradigme. C'est que l'autre est là pour nous. Voilà. Nous, on est là, on est dans une relation. Et en fait, je suis là pour prendre ce que l'autre peut m'apporter, parce que j'ai des besoins de tout type. Hein. On n'est pas en train de parler vraiment à des pâquerettes, des besoins qu'il ou elle me fasse la vaisselle et mon linge, etc. Des besoins émotionnels, des besoins d'attention, des besoins de considération. Donc, je suis là pour prendre ces choses-là. Souvent, malheureusement, on démarre avec ça. Quand on démarre avec ça, évidemment, c'est à l'origine de toutes d'énormément de disputes. Parce que j'attends à ce que l'autre soit là, disponible pour moi. Et dans la mesure où, dans cette situation, je vois qu'il n'a pas rempli les attentes que moi j'avais de lui, et ça crée une vraie frustration. Et donc, pourquoi c'est spécialement dans le mariage? Parce que c'est dans le mariage qu'on attend de l'autre, qu'on estime que l'autre est là pour nous. Dans une famille, nos frères et sœurs, une fratrie, les autres ne sont pas là pour nous. Nos parents non plus, à moins d'être vraiment très, 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 très égoïstes. À l'origine, normalement, dans l'idée, on a quand même compris que nos parents ne sont pas là pour nous. Donc, on va avoir moins ce switch-là qui va se faire. Et dans le coup, par contre, c'est très présent parce qu'on va avoir cette mauvaise compréhension, mauvaise attente dans le couple. Évidemment que ça, il faut faire très 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 attention. On a déjà expliqué qu'on est là pour l'autre, uniquement pour l'autre. Et si chacun s'occupe d'être là pour l'autre, alors finalement chacun reçoit ce qu'il a besoin. Sauf qu'au lieu de demander chacun à l'autre de faire ce qu'il doit faire pour nous, on s'occupe de faire pour lui. Et lui s'occupe de faire pour nous. Finalement, le résultat c'est exactement le même. On avait ramené une petite histoire, pas ceux qui étaient là quand on l'avait ramené, d'un rabbin
je le répète, je la raconte l'histoire, un rabbin, enfin bref, un dirigeant spirituel dans une yeshiva, donc dans une école talmudique, qui une fois était présent dans un petit fait divers, qui n'est vraiment pas grand-chose, mais la leçon était importante, où, imaginez-vous, on est ici, et il manque quelques chaises, 2 personnes qui débarquent pour assister au cours, et il manque 2 chaises. Alors ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont chercher des chaises autre part, donc elles vont descendre chercher 2 chaises. Maintenant, le rabbin en question les voit revenir, chacun avec une chaise. Chacun amène une chaise et s'assoit. Et après coup, il va les voir, il leur crie dessus, il leur dit mais c'est quoi cette histoire? Il dit mais qu'est-ce que vous voulez? Excusez-nous, on n'a pas compris, on est parti, il manque une chaise, on est parti chercher une chaise. Il dit oui mais vous réalisez pas que vous avez fait exactement la même action et vous auriez pu faire par cette action-là une mitzvah. Vous amenez chacun une chaise pour l'autre. Chacun va chercher une chaise et la donne à l'autre. Donc finalement, le résultat c'est le même, vous avez chacun votre chaise. Sauf que par la même action qui est basique, qui est banale, qui implique pas plus d'efforts, on fait une mitzvah. Et vous avez fait une action identique sans faire de mitzvah. Il leur a crié dessus, c'est ridicule, vous ne réfléchissez pas en mode rentabilité. Mais vraiment, il faut optimiser. Les mitzvot, ça coûte cher. Dès qu'on a une mitzvah qui se présente à nous, on l'a fait. Et donc en fait, le résultat, il est le même, mais la façon d'y arriver, elle est différente. Et dans le couple, c'est pareil. Si chacun s'occupe de ce qu'il a à faire, lui, à l'autre, le résultat, à la fin, il sera le même que si on est en train de demander, sauf que l'ambiance, elle est diamétralement opposée. Et l'état d'esprit, ça n'a rien à voir. Donc on s'occupe chacun de faire ce qu'on doit faire envers l'autre. D'accord? Donc également, comme l'avait dit en fait un peu Cécile, le devoir de considérer une tierce personne dans nos choix de vie, c'est compliqué. Nous, à l'origine, on va avoir un certain objectif, d'accord? Une certaine façon de voir les choses, d'analyser, de projeter les choses. Et au début, on le fait seul. Quand on est jeune, jusqu'à 25, 30 ans, quand on se marie, on le fait de façon autonome. On n'est pas obligé de prendre des gens dans l'équation. Et un jour, quand on se marie, c'est fini. Maintenant, mes choix de vie doivent toujours être guidés, ils doivent comporter un paramètre supplémentaire qui s'appelle le conjoint. Et bien ça, évidemment, que c'est source de dispute. Parce que moi, j'avais des projets, on va dire, professionnels. Et moi, depuis ma jeunesse, c'était très clair où je veux arriver. Et maintenant, je ne peux plus me permettre de les laisser libres. Je suis obligé à chaque fois de prendre conseil, d'analyser, de demander, d'écouter la personne qui est face à moi. Évidemment que c'est sujet à dispute. Il faut maintenant considérer l'autre dans tous les choix de vie que l'on va émettre. Et évidemment, le point sur lequel on va le plus s'arrêter, ça va être l'incompréhension. L'incompréhension dans le couple, ça évidemment, c'est central. Évidemment, on connaît tous le titre du livre de John Gray, qui est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Il exprime l'idée de la façon suivante, de dire que tout simplement, les hommes et les femmes, nous ne sommes pas juste des personnes légèrement différentes, nous sommes comme des personnes venant de 2 planètes totalement différentes. Donc on a en fait un langage qui est différent. Comme vous voyez dans des films de science-fiction, quand ils débarquent les extraterrestres, il faut des décodeurs pour les comprendre. On ne peut pas les comprendre naturellement, ils ne parlent pas le français naturellement. Okay? Et nous aussi c'est pareil. Entre les hommes et les femmes, il faudrait un vrai décodeur ultra perfectionné pour réussir à se parler, à se comprendre. Il n'a pas encore été mis au point, mais on a quelques pistes au moins pour réussir à comprendre dans le gros comment ça fonctionne. Alors déjà, comprendre ça. Déjà, on va dire le b.a.-ba de la différence d'expression féminine et masculine. Le b.a.-ba, si on a compris ça, déjà, on facilite énormément de choses. Le langage, c'est un outil qui est utilisé différemment en fonction des hommes ou des femmes. On n'utilise pas le langage de la même manière, pour la même chose, dans le même but. Le langage, pour une femme, alors est-ce que quelqu'un saurait me dire la différence dans l'usage du langage entre les hommes et les femmes? Avant que je... Généralement, les hommes disent ce qu'ils pensent. Ouais, alors moi je parle du but du langage. L'outil langage, à quoi il sert? À quoi il sert? Ouais. Ce sont les femmes, c'est communiquer. Alors, plus que ça, il y a une finesse, vous allez comprendre après. Alors. À se faire comprendre. Ouais, mais c'est plus précis, c'est plus fin que ça. Ouais, Rebecca? Dire ce qu'on veut. Alors, justement, oui. On attend. Oui, mais malgré tout, entre les hommes et les femmes, on va avoir une attente, on va dire en arrière-plan qui est plus précise. C'est vrai que dans la façon de le dire, on a l'impression d'être identique, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Je sais pas, peut-être avec les femmes, il y a un peu plus, je sais pas si ça se dit, implicité. C'est plus implicite, oui, effectivement, mais c'est pour une raison précise. Alors on va le dire tout de suite. La femme, le langage chez une femme, ça sert à exprimer des sentiments et à créer du lien.
Le langage, il sert à ça. Le langage, je veux dire, dans sa forme ultime, il sert à ça, créer du lien, à renforcer des sentiments. Alors que pour un homme, c'est tout simplement transmettre une information. C'est tout. Le langage, ça sert à communiquer de façon très terre à terre. J'ai une information à transmettre, alors je le dis. Point. La femme, elle va exprimer des choses qui en fait, elle va exprimer avec des mots, d'accord, comme un homme évidemment, sauf qu'en fait, ce qu'elle va chercher à faire plus que cela, par derrière, c'est à renforcer un lien. Le lien social de façon générale, mais encore plus dans le couple, c'est ça qu'elle va essayer de développer. On va essayer tout de suite, on va ramener des exemples pour bien comprendre ce qu'on veut dire ici. Donc, comme on l'a dit, également, un autre point aussi important, dans le lexique utilisé, pour une femme, utiliser l'exagération, par exemple, tu ne fais jamais, ou tu es toujours, d'accord, l'exagération du jamais et du toujours, pour la femme, ça sert juste à donner du relief au sentiment. Elle exprime quelque chose, et pour que ce sentiment qu'elle exprime, il soit réellement valorisé, réellement qu'il ait un poids, alors elle va utiliser ce mode de langage de l'exagération. Alors que pour l'homme, quand il entend ça, pour lui, c'est un mensonge factuel. C'est un mensonge, ou alors une accusation. Parce que, imaginons, donc on va tout de suite donner des exemples, imaginons que, alors je vais un peu sauter parce que l'exemple avec ce type de phrase il est un peu plus loin, voilà. Imaginons qu'une femme dise, la maison est toujours en désordre, c'est insupportable. Okay, une femme qui dirait ça, elle rentre à la maison, et son mari il est moins à cheval sur l'ordre qu'elle, ou qu'elle le souhaiterait en tout cas, donc elle va dire, ah là c'est insupportable, la maison est toujours en désordre, j'en peux plus. Okay, une femme elle dirait ça. Qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Elle veut exprimer le fait que maintenant, elle a besoin d'aide, parce que là, la maison dans l'état dans lequel elle est, ça l'oppresse, ça la dérange. Elle est en train d'exprimer le besoin que son mari vienne l'aider, la soutienne. Voilà ce qu'elle exprime. Maintenant, le mari, lui, il décode à sa façon, langage masculin. Un homme, quand il entend ça, il entend que la femme est en train de dire que H24, depuis qu'ils sont mariés depuis 15 ans, il n'y a pas une seconde où la maison a été ordonnée. Voilà comment lui il entend, la femme dit toujours, quand on prend un dictionnaire martien, un dictionnaire classique, toujours, ça veut dire toujours. Et donc l'homme, c'est ce qu'il entend. Quand il entend ça, il entend de la femme une accusation mensongère. Et là, il lui répète, mais c'est pas vrai du tout. Tu me rappelles, il y a 10 jours, elle était rangée. Okay, alors c'est ridicule. Mais lui, il va analyser de façon très, très terre à terre. Et donc ça crée un conflit. Ce qu'il faut comprendre, c'est en fait que la femme, quand elle le dit, quand elle exprime de cette façon-là, c'est une façon de signer un peu, de tirer un peu le signal d'alarme, de dire, regarde, maintenant je suis dans une détresse émotionnelle causée par le désordre dans la maison, aide-moi. Et le mari, il doit comprendre cela. Ok? Et donc, pour revenir à ce qu'on disait avant, voilà, on a dit aussi le côté implicite, comme disait Pierre-Antoine avant. En fait, la femme, quand elle exprime des idées pas claires, pas finies. Elle veut que l'homme, il devine ce qu'elle ressent quand elle exprime quelque chose. Elle attend qu'il le devine. Je donne un exemple. Imaginez, vous avez un couple qui se promène dans une galerie marchande, okay, un centre commercial ou autre en extérieur. Et la femme, elle propose à son mari, ou alors même à un couple, non-mari, ça ne change pas, qu'est-ce que tu dirais qu'on prenne une glace? Est-ce que tu veux prendre une glace avec moi? Le mari, il entend ça. Alors lui, il fait une analyse très cartésienne. Alors attention, une seconde. Là, d'après mon ressenti, il fait plus ou moins 12-13 degrés. Il ne fait pas particulièrement chaud. Je n'ai pas faim. Donc il répond à sa femme, non merci chérie, j'ai pas chaud, j'ai pas faim, ça me dit rien. Voilà la réponse typiquement masculine. Sauf que une femme, quand elle demande à son mari, est-ce que tu prends une glace avec moi, elle ne veut pas juste se rafraîchir ou juste manger et se nourrir. Elle, la femme, ce qu'elle veut, c'est passer un moment avec son mari. C'est clair, partager un moment sympathique, amoureux, etc. Le mari, là, il a analysé la phrase à la martienne, et il n'est pas allé plus loin. En fait, ce que la femme voulait, c'est passer un moment. Alors, à ce moment-là, on va lui poser la question à cette femme, mais alors une seconde, si tu veux maintenant passer un moment, alors dis-lui, chérie, j'aimerais bien qu'on passe quelques minutes ensemble, qu'on s'arrête un peu de courir pour passer un petit quart d'heure, une demi-heure ensemble. Pourquoi tu ne lui dis pas les choses? Pourquoi elle ne lui dit pas? C'est à lui de deviner. Voilà. Elle veut qu'il devine. Pourquoi elle veut qu'il devine? Parce que ce que la femme elle a besoin, c'est d'attention, de sentiments. Si elle lui dit tout, finalement, la considération qu'elle attend de son mari, elle ne l'obtient pas. Puisqu'elle a tout dit. Elle veut ressentir que son mari ressent la volonté de passer du temps avec elle. Donc elle attend que ce soit lui qui l'exprime. Alors, comme elle sait que si elle attend sans rien dire, elle peut toujours attendre, parce qu'il ne va jamais rien lui dire, alors elle lui lance met des petites pistes. D'accord, elle lui guide un peu, des petites pancartes. Ok? Qu'est-ce que tu dirais de...
Et lui après, il faut qu'il comprenne. Là, il faut qu'il se mette en mode décodeur et qu'il entende ah, il y a un truc qui se passe ici, il ne faut pas que je fasse l'abruti. Et des fois, les hommes, ils ont conscience de la demande du conjoint, mais ils font exprès de faire zarma, ils n'ont pas compris. Mais en fait, il faut attendre, il faut comprendre ça. Donc, il y a le côté implicite dans l'expression féminine qui rend fou les hommes. D'accord ? On se dit, mais dis les choses, dis les choses. Mais en fait, non. La femme, elle va souvent ne pas dire les choses parce qu'elle attend que ce soit le mari qui exprime la chose, qui exprime la volonté de la chose, parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de sentir que ça vient de lui. Imaginez-vous, une femme qui demande à son mari, est-ce que tu me trouves belle ? Ok ? Alors le mari, lui, si elle lui pose une question, lui, il l'a déjà vu plus belle que ça, il peut lui dire, bon, là c'est pas ouf, là. D'accord ? Il y a mieux, quoi. Ok ? Et est-ce que tu trouves que je suis la plus belle ? Bon, écoute, chérie, franchement, de façon très honnête, t'étais mignonne, je veux bien, mais bon, voilà, quoi, on s'arrête là. Non, évidemment que c'est pas ça qui se cache, évidemment. Ah oui, là c'est son arrêt de mort, là. D'accord ? Donc évidemment qu'il faut comprendre derrière que la femme, elle a un besoin ici de valorisation, etc. Donc on va venir et on va aller dans ce sens-là. Elle va pas dire les choses de façon très claire certaines fois, des petites allusions. Il faut réussir à comprendre ce qui se cache derrière. D'accord ? Alors. Mais moi j'ai une question. Pourquoi parfois j'ai l'impression que c'est si compliqué aux hommes de comprendre ce genre de choses ? Peut-être que c'est pas de la peut-être qu'il n'y a pas de maturité émotionnelle, ou peut-être que on voit dans la société qu'il y a des hommes, au fur et à mesure des relations, ils font toujours les mêmes erreurs. Ils comprennent toujours pas. Et quand on les confronte on leur explique, alors voilà, il y a eu ça, et pourquoi t'as pas agi ? Ou si il a ce cas de figure avec sa compagne, tu dis ouais, t'aurais dû me le dire, et après ça peut créer une dispute, et non, moi je passe du temps avec toi, etc. et tout. Alors qu'en fait, d'un côté ça paraît logique, aussi que la femme elle ait besoin d'attention, qu'elle veuille passer du temps avec son mari, etc. Et j'ai l'impression que, en tant que femme, parfois on a l'impression de parler chinois un peu à des mecs. Alors en fait, tu as tout à fait raison. La différence fondamentale entre les deux, d'ailleurs ce soir ça se vérifie pas, mais en général dans les cours du couple, on a plus de femmes que d'hommes qui s'investissent. Merci. Parce qu'en fait, la femme, comme on l'a dit, elle a une recherche plus forte que l'homme de renforcer des liens, de créer du lien. Ce besoin-là, il est plus présent chez la femme. D'ailleurs, il est présent, c'est lié à la malédiction de base de Belishir Teshukater, que la femme, elle va avoir une forme d'attraction plus forte que dans l'autre sens vers son homme. C'est une réalité. Une femme, elle va beaucoup avoir besoin on va dire, sa valorisation, son image bénéfique de sa personne va venir principalement de son mari. Donc elle a besoin de ça. Donc elle, la femme, vu qu'elle en a besoin, elle est prête à s'investir. Malheureusement, chez beaucoup d'hommes, c'est pas clair. Et les hommes n'ont pas compris que le mariage, c'est un cadre où il faut faire des sacrifices, où il faut se travailler. On a déjà développé le fait que le plus gros, et passant le plus gros, le 90% du travail de la personne se fait dans le cadre de son couple. On a des gens qui, en dehors de leur couple, sont des gens mais irréprochables, des gens qui sont des exemples. On cite en exemple dans plein de domaines, mais pourtant dans leur couple, c'est des calamités. C'est ici que ça se passe, c'est dans le couple que ça se passe. Et beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Et tu peux leur expliquer ça avec des mots, mais ça rentre une oreille, ça ressort par l'autre. Il faut intégrer les idées que le couple, le mariage, c'est un domaine dans lequel je dois m'investir, dans lequel je dois être prêt à faire des sacrifices. D'ailleurs, ça me rappelle une Gemara, le Talmud nous dit qu'à chaque divorce prononcé dans le peuple juif, le misbéach, l'autel versait des larmes. L'autel versait des larmes. C'est une image, d'accord ? Mais qu'est-ce que la Gemara veut nous dire par là ? Qu'est-ce qu'on faisait sur l'autel ? Qu'est-ce qu'on faisait sur l'autel ? L'autel, le misbéach. Des sacrifices. Et bien en fait, pourquoi le misbéach, il versait des larmes ? Parce que justement, c'est un couple divorcé, c'est un couple qui n'a pas fait de sacrifice. Ils n'ont pas réussi à sacrifier certaines choses, à se sacrifier certaines fois pour l'autre. Ils étaient chacun à cheval sur leurs attentes, sur leur position. On n'est pas prêt à faire des sacrifices. Non, moi, j'ai des principes, je m'y tiens. C'est à toi de t'y conformer. Et puis tu ne veux pas, et ben ça s'arrête là. On n'est pas prêt à mettre de côté nos envies, nos besoins pour l'autre. Quand chacun il est en train de défendre sa paroisse, c'est même pas la peine d'essayer, donc ça mène au divorce, évidemment. Et donc, si tu as des hommes qui, malheureusement, vont faire la même erreur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'ils n'ont pas compris une fois, c'est souvent un manque de maturité, malheureusement, qui peut encore se retrouver à 45 ans, 50 ans, mais effectivement, ils n'ont pas compris qu'il faut s'investir.
comme dans toutes les bonnes choses. Si tu veux quelque chose, si tu tiens quelque chose de grand, il faut s'investir. Oui, quand tu veux jouer à un jeu, bon, pas d'investissement, mais là, c'est le mariage. C'est central. Et les femmes vont être beaucoup plus enclines à s'investir que les hommes. Donc elles, même s'il y a eu des erreurs dans le premier temps, elles vont être prêtes à entendre, d'accord, à aller voir un psychothérapeute, à aller voir les personnes, les thérapeutes de couple, etc., pour essayer de trouver une solution. Va attirer un homme dans une thérapie de couple. Ok? Mais en fait, pour moi, c'est même pas tant que les femmes ont plus besoin d'attention que les hommes, c'est juste que les femmes vont naturellement beaucoup plus donner d'attention à l'homme, ce qui fait qu'il ne va pas ressentir le manque d'attention, donc il ne va pas avoir le besoin d'attention. Alors Oui. que nous, on n'a pas forcément cette Oui. attention, donc on va avoir le manque de Alors c'est vrai, c'est aussi vrai, mais malgré tout, je pense quand même qu'un homme, même un homme à qui tu donnerais pas tellement l'attention, il ressentirait pas autant le manque qu'une femme le ressent. Il n'en a pas autant besoin. Un homme, il a besoin de considération. Alors, idéalement, la considération, si elle peut venir de sa femme, tant mieux, c'est l'idéal. Mais si au boulot, il a sa considération, c'est très bien pour lui. Si son patron, son boss, il lui lance plein de compliments H24, ses collègues, etc. Mais il y a qu'à se marier avec son boss, alors je comprends pas. Ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'a pas compris qu'on construit quelque chose dans le couple. On ne vient pas juste récupérer quelque chose duquel on a besoin. Donc l'homme, il a besoin de considération. Parfait. Si tu peux obtenir ça de ta femme avec plaisir, comme on l'a dit au début, tu n'es pas là en train de le demander, en train de le quémander. Ta femme, elle a fait nécessaire pour te le donner d'elle-même, sans que tu aies besoin de venir toujours dire « considère-moi ». Non, elle va le faire, t'inquiète. Toi, fais ce que tu as à faire envers elle, elle fera ce qu'elle a à faire envers toi. Il faut être dans le don et pas dans la position de prendre. Rav Dessler, on l'a déjà dit, il le dit, le couple signe son arrêt de mort le jour où on commence à attendre de l'autre. Dans un premier temps, quand on vient avant le mariage, on va être pendant quelques mois, quelques années en couple avec quelqu'un, et ben on est évidemment beaucoup plus dans le don. On vient et on est gentleman, on est fleur bleue, etc. On vient, on s'occupe, oui, t'as besoin de quelque chose, on est là pour l'autre. Dès qu'on se marie, malheureusement, ça peut déjà prendre une autre orientation. Alors peut-être pas au début, mais le jour où ça démarre dans l'autre sens, malheureusement, on se dirige vers la fin. Quand on commence à attendre de l'autre, il faut être toujours dans la dynamique de donner à l'autre. Et chacun s'occupe de l'autre et c'est parfait. D'accord, mais si dans un couple, il y en a un qui donne et l'autre qui donne pas. Alors ça se gère. Ça se gère. Mais comme on l'a déjà dit, on aime ceux à qui on donne. Ça veut dire que quand tu vas donner à quelqu'un, tu vas commencer à l'aimer. Si tu donnes à quelqu'un et que tu l'aimes, normalement de façon symétrique, l'autre personne t'aime en retour. Il y a des cas exceptionnels où ça ne fonctionne pas. C'est qu'on a quelqu'un face à nous qui est extrêmement égocentrique, mais c'est rare. En général, même si ça demande des fois un certain temps, et pendant un certain temps, dans quelques semaines peut-être, il y aura un déséquilibre, d'accord, où il y en a un qui est tout le temps en train de donner à l'autre, en train de donner, il ne reçoit pas en retour. C'est vrai, ça peut durer quelques semaines comme ça. L'autre, pour l'instant, il y a un rejet. Ça peut venir de plein de raisons, ce rejet-là. Mais dans 99% des cas, au bout d'un certain temps, finalement, l'autre, il n'a pas le choix, à moins qu'il soit réellement foncièrement mauvais, mais il n'a pas le choix finalement de constater ce qu'on fait pour lui, et ben il le rend. D'expérience, c'est comme ça que ça marche. Si dans un cas exceptionnel ça ne fonctionne pas, il faut consulter et il faut voir. D'accord ? La Torah n'a pas exclu le divorce. On sait qu'il y a des religions dans lesquelles le divorce n'existe pas. D'accord ? Il est interdit. Chez nous, le divorce existe. Des situations où on va y avoir recours, mais ça doit être des situations exceptionnelles. Ok ? Je peux juste poser une question par rapport au divorce. Bien sûr. Mais moi, je sais que ça va être rapide. Pourquoi le guet, il peut être donné que par l'homme ? Alors, on va pas s'arrêter là-dessus maintenant, parce que ça va être vraiment dans le cadre du cycle qu'on va commencer bientôt, sur la place de la femme dans le judaïsme. Il y a des réponses très claires à cela, très simples, mais on verra ça une autre fois. Alors, tu ne seras pas là, mais il y aura sur YouTube. Ok. Palomel te donnera au courant des avancées. Ok. Alors, un autre point central qu'il faut comprendre entre hommes et femmes, c'est que les hommes ont besoin... Alors, juste précise quand même, parce qu'au début, on a démarré avec des stéréotypes très établis de hommes et femmes. On a l'impression que tous les hommes sont comme ça et que comme ça, et toutes les femmes sont comme ça et que comme ça. Pas du tout. C'est grosso modo, les traits sont grossis. On va avoir des hommes qui vont avoir une partie de féminité, entre guillemets, plus présente que d'autres, et inversement. Par exemple, quelque chose de typique homme, c'est le besoin de ce qu'on appelle, John Gray il le décrit très clairement, ce qu'on appelle la caverne, la grotte. Ça veut dire que les hommes, en général, beaucoup d'hommes ont besoin certaines fois, beaucoup de fois, de moments où ils s'enferment dans leur grotte et on ne les sollicite pas. Laisse-moi tranquille. Pardon ? La Batcave.
Batcave, on appelle ça? Ok, si tu veux. Moi, j'ai lu la version française. D'accord, j'ai lu la version française, je ne connais pas la... D'accord? Et donc, voilà, la grotte. Ça veut dire qu'on va voir un homme, il va rentrer le soir. Il rentre le soir à la maison et il a passé une journée éprouvante. Et donc, il tire la tronche. Il tire la tronche, il n'est pas souriant. D'abord, c'est pas bon. Il faut savoir, d'accord, Noam? Il faut savoir que quand on rentre à la maison, on se conditionne. On va faire tménique, c'est pas grave. Mais on se conditionne. Ça veut dire, je rentre à la maison, avant de rentrer, avant de tourner, de mettre la clé dans la serrure, je m'arrête 2 minutes devant la porte. Ça, c'est vrai, hommes et femmes. Hein. Je m'arrête 2 minutes devant la porte et je me dis, attends, ma femme, elle n'a rien à voir avec mes galères du boulot. Ça ne la concerne pas. Elle ne mérite pas que je vienne et que je pourrisse sa soirée avec mes galères. Elle m'attend. Elle attend la fin de journée pour me retrouver. Ou il, ça va dans les deux sens. Et il n'y a pas de raison que je lui fasse payer mes contrariétés du boulot. Ça ne la concerne pas. Il y a un type qui m'a accroché la voiture, il m'a éclaté le pare-choc. Au boulot, le boss, il m'a dit un truc qui ne m'a pas plu. Un collègue qui m'a fait une crasse. Peu importe ce qui s'est passé. Mais elle ne mérite pas, il ou elle ne mérite pas que je lui fasse subir ça. Donc d'abord, je prends un temps. Ça prend 2 minutes, ça prend 5 minutes. Je reste dans la voiture en bas, je fais ce que j'ai à faire. Et je me dis, maintenant, ça y est, je me conditionne, je mets ça de côté. Frustration, certes. Mais maintenant, ma femme, je passe à autre chose. Peut-être dans 1 heure ou 2, une fois qu'on aura passé une soirée agréable, je pourrais lui en parler de façon plus agréable en disant, voilà, regarde, il m'est arrivé un truc aujourd'hui, c'était pas cool, on en parle. Si je veux en parler, si je veux pas en parler, j'en parle pas. Mais dans un premier temps, déjà mettre ça de côté. Ça me rappelle aussi un autre point, que également, des fois, on va rentrer à la maison le soir, on est affamé. Quelqu'un, un mari ou une femme, encore une fois dans les deux sens, hein, on n'a pas eu le temps de manger dans la journée. Et alors souvent, en général, ça va être le mari, il rentre à la maison le soir, il s'attend à avoir un bon plat chaud qui l'attend. D'accord? Parce que sa femme, elle rentre 1 heure avant lui, par exemple, si on prend les stéréotypes classiques, elle est rentrée avant lui, d'accord? Je dis pas que ça doit fonctionner tout le temps comme ça, mais imaginons que, ou dans l'autre sens, encore une fois, il s'attend ou elle s'attend à avoir un plat. Il rentre ou elle rentre tard, l'autre il est rentré depuis 1 heure ou 2, quand même se soucier de lui. Mais c'est pas tout le temps le cas. Alors quand on est jeune couple, ça va être plus simple. Mais quand il y a des enfants, on laisse tomber, d'accord? On n'espère rien. Et c'est pas méchant, c'est juste que concrètement, il y a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas s'attendre à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de rentrer, on passe quelque part. Je passe à un magasin, une boulangerie, je m'achète un truc. Je me remplis un peu le bide. D'accord? Juste pour être un petit peu plus zen, détendu quand je rentre. Tu fais un petit crochet, tu manges un truc, tu te calmes. D'accord? Tu te calmes parce qu'un homme qui a faim, il ne faut pas lui parler. D'accord? C'est un ours en cage. Donc, tu te calmes, tu te détends, après tu rentres. Ok? C'est vrai dans un sens comme dans l'autre. Ça, ce sont des petits tips comme ça qu'il faut avoir en tête pour justement mettre toutes les choses de notre côté pour conserver une ambiance agréable dans le foyer. Donc en tout cas, reprenons. Oui. Juste sur le tip, faire attention quand même, mon voisin faisait ça, mais avec le mar, c'était pas la meilleure des idées. Oui, non, effectivement. Il est rentré un peu trop tard et pas en très bonne forme. Effectivement, donc on va choisir une bonne destination. Ok? En tout cas, donc imaginons qu'on a ce bonhomme-là qui rentre du boulot contrarié. Alors on a dit, idéalement, on s'arrête devant la porte, on s'arrête dans la voiture quelques minutes pour mettre la contrariété de côté, pour ne pas faire subir ça à notre conjoint. Maintenant, imaginons qu'il n'ait pas fait ça. Il arrive, il est contrarié. L'homme, quand il va rentrer, il a besoin d'une chose, c'est qu'on le laisse tranquille. Il a besoin qu'on le laisse tranquille, qu'on ne l'agresse pas avec 10 000 besoins, pardon, 10 000 questions, 10 000 sollicitations. Il a besoin qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse s'enfermer dans sa grotte. Donc maintenant, sa femme, elle vient, et elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Et une femme, quand elle voit son mari comme ça, elle est certaine que, qui est la responsable? C'est elle, évidemment. Ça peut être vrai aussi dans l'autre sens, mais en général, les femmes, quand le mari tire la tronche, c'est qu'elles sont fautives. C'est complètement faux, parce que ça n'a rien à voir, il peut y avoir 10 000 raisons, la femme n'a rien à voir avec ça, mais une femme, souvent, va se sentir concernée. Alors, depuis tout à l'heure, je m'avance beaucoup en parlant des femmes. La réalité, c'est que je ne suis pas une femme, au cas où ça aurait échappé à quelqu'un, mais je ne fais que rapporter ce que ramène justement John Gray dans son livre. Donc, il a fait une étude suffisamment exhaustive, a priori, pour comprendre ça, même si on a expliqué qu'évidemment, il y a des nuances et qu'on ne peut pas juste tout généraliser. Bienvenue à vous. Donc, nous avons ici, alors il faut bien prononcer, Alessia. Hein? Oui, mais il y a Alicia, mais il y a un truc que je ne sais pas faire. Alicia. D'accord? Et rappelons ton prénom? William. Et de ce côté, nous avons évidemment Suzanne. Ok, bienvenue à vous également, les retardataires et tristes. Alors, juste sache qu'ils sont très gênés parce qu'ils viennent pour 10 minutes parce qu'après ils ont un anniversaire. Oh là là, Et magnifique. moi, j'aurais dit, venez quand même Mais pour 10 évidemment, minutes, c'est très bien. évidemment, bien sûr. Surtout quand on est en couple, Mais évidemment. Ça y va Avec gêner. plaisir.
Ouais. Donc, on reprend. Donc, on a notre... donc, évidemment, malheureusement, comme toujours, je ne sais jamais tenir mes objectifs et on ne va pas pouvoir venir ce soir. Sans blague. Donc, on a dit, un homme, il va vouloir se mettre de côté, il va donc se renfermer un petit peu dans sa grotte. Donc, quand sa femme va le solliciter, lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tires la tronche? Il va lui dire, tout va bien, j'ai besoin d'un peu de calme, d'accord? Tout va bien. Et sa femme, quand elle entend ça, elle entend quelque chose qui la concerne. Elle se sent concernée. Alors que l'homme, il a juste besoin d'aller dans sa caserne, d'accord, dans sa caverne, pardon, dans sa grotte pendant quelques instants. Mais la femme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va insister. Elle va dire non, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, d'accord? Parce que la femme, une femme, quand elle a un problème, quand il y a quelque chose qui la dérange, la femme, ce qu'elle a besoin, c'est de l'exprimer, pas de le garder. Donc elle a du mal à accepter le fait que quelqu'un puisse avoir quelque chose à dire et qu'il ne le dise pas. Mais dis-le. Pour une femme, exprimer l'idée, c'est un soulagement, c'est une nécessité qui lui permet d'aller mieux. Donc elle, si elle n'a pas compris que l'homme fonctionne autrement, elle va insister. Mais l'homme, lui, il a juste besoin d'avoir une sollicitation en moins pour avoir un peu de calme. Et là, ce que sa femme lui dit, il le vit comme une agression. Donc voilà comment des exemples, alors on pourrait en ramener plein des exemples. Plein. Par exemple, voilà, une femme qui dirait à son homme, tu ne m'écoutes jamais. Ok? Une femme qui dirait ça, c'est classique ça, une femme qui dirait à son homme, tu ne m'écoutes jamais. Alors elle, la femme, ce qu'elle exprime, c'est que maintenant, elle a ressenti qu'il y avait une déconnexion. Enfin, en tout cas, il y avait un manque de connexion entre son homme et lui, et elle. Ça malheureusement, ça aussi les gars avec un S aussi, avec un E, on fait hyper gaffe. Ça dans le couple, l'ennemi public numéro 1, c'est, là je le cherchais, c'est le smartphone. Mais celui-là, il t'a dégagé dans le couple. Ok? Alors moi je le fais pas, malheureusement tout le temps, parce que la réalité c'est que je fais que courir, ma femme on se voit de temps en temps, on se croise, mais dans l'idéal, et quand on est ensemble, on le fait quand même, quand on arrive à la maison, ça se fait de côté. D'accord? Si on trouve une cage, on trouve un truc, on a un code, on a un truc, on le vire. Parce que dans la communication, mais c'est une horreur. Une horreur. Ok? Bon, je pense que je vais pas m'en expliquer, c'est clair pour tout le monde. Mais quand la femme va dire tu m'écoutes jamais, ça peut venir de quoi? Du fait qu'elle est en train d'exprimer une idée, un sentiment à son mari, et elle sent qu'il n'est pas là. Alors oui, il est là, il est dans la pièce, il est là, mais il n'est pas là. La connexion n'est pas présente. Ok? On est en 2G, ça passe pas. Et quand la femme exprime ça, elle exprime, donc évidemment c'est encore une fois implicite, tu ne m'écoutes jamais, c'est pas le verbe écouter en français qui veut dire être là, ou alors limite oui, parce qu'écouter c'est dire prêter l'oreille, c'est pas juste entendre, mais l'homme lui il interprète par tu m'écoutes jamais, mais si je t'écoute, je peux te répéter mot pour mot tout ce que tu viens de me dire. Oui, mais la femme elle attend pas juste quelqu'un qui a un dictaphone, qui peut répéter ce qu'on lui dit, elle veut quelqu'un qui s'investit émotionnellement. Et donc ça ne passe pas. L'homme il doit comprendre qu'ici on attend de lui une intégration, comment dire, une compréhension, mais plus que ça. Une participation, ouais, il faut qu'il soit dedans. Une implication, merci Rebecca, une implication. D'accord? Donc là, le conflit, il est causé par le fait que l'homme, il prouve qu'il a entendu les faits, il peut tout répéter, alors que la femme, elle reproche l'absence de connexion. Ok? Également un classique, il y a une discussion, tout de suite Rebecca, imaginons qu'il y a une discussion dans un couple, d'accord? Donc on discute d'un sujet, et la femme, elle dit à son mari, laisse tomber. Elle dit, laisse tomber. Qu'est-ce que la femme, elle explique? Elle exprime, elle dit, bon, laisse tomber, en gros, t'es pas avec moi, tu m'as pas comprise, ça sert à rien de continuer à parler. L'homme, il comprend, laisse tomber, c'est bon, c'est réglé. Laisse tomber, c'est bon, on a réglé le conflit, on peut passer à autre chose. Non, ça veut dire complètement autre chose. Il faut juste, au moins, avoir un petit dictionnaire des phrases, on va dire, clés. Alors là, j'en ai encore plein, on va pas avoir le temps de tout faire. Mais avoir un dictionnaire des phrases clés, des petits tips comme ça qui permettent de comprendre au moins le b.a.-ba de comment chacun exprime les idées, les choses, les sentiments, pour comprendre qu'on ne doit pas juste s'arrêter aux mots stricto sensu, d'accord, tel qu'on l'a entendu. Il faut comprendre que chez l'un, les mots veulent dire une chose, chez l'autre, autre chose. Alors on va quand même ramener après un exemple au moins de ce que l'homme exprime qui peut être mal compris, parce qu'on a ramené beaucoup d'exemples de la femme. On va voir l'autre sens. Tout de suite, Rebecca. Oui, Rebecca? Quand il entend et qu'il peut répéter ce que sa femme a dit, c'est sympa. Parce qu'il a entendu. Ouais. Il a pas Exactement. écouté. Exactement. C'est pour ça. Exactement. Il y a une grande différence. Comme en hébreu, il y a les ha'azin et les hakshiv. Exactement. Voilà. La ha'azana, c'est l'écoute, et la hakshava, c'est c'est l'écoute aussi en général, mais c'est entendre, on va dire. Non, la ha'azana, pardon, c'est l'entente, c'est entendre, et les hakshiv, c'est écouter. C'est écouter, exactement. Voilà, Quand on c'est écoute, on cherche une réponse. On écoute, c'est-à-dire qu'on est impliqué. On est impliqué, voilà. Exactement. C'est un peu passif et actif. Exactement, aussi. Parfait. C'est ce qu'on appelle l'écoute Je active. dirais, je vais- Exactement, bravo. Alors, ouais, par exemple, on va finir sur cet exemple-là de l'homme.
quand l'homme, imaginons qu'on ait une discussion dans le couple sur le choix, je parle d'un mobilier, d'accord? Le choix d'une armoire, le choix d'un lit, le choix d'une destination de vacances, le choix de ce que vous voulez. Et l'homme qui dirait à sa femme, écoute, tu fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas, décide de ce que tu veux, d'accord? Fais ton choix. Qu'est-ce que l'homme il veut dire ici? Il veut dire la vérité, ma chérie, moi, je ne vais pas te bloquer si toi tu as des attentes particulières. Fais-toi plaisir. Vraiment, je te suivrai avec plaisir, je veux te satisfaire toi, fais ce que tu veux. La femme, elle entend autre chose ici. Elle entend un manque d'implication de son mari. Genre, ne me casse pas les pieds, d'accord? Ça me saoule, j'ai pas la tête de m'investir dans les préparatifs du couple, de notre voyage de couple, de vacances. Fais ce que tu veux et moi je suivrai. L'un, il exprime une idée de dire, moi la vérité, je me conforme à tes besoins, à tes envies. Je mets de côté les miennes pour toi, c'est positif, d'accord? C'est sympathique de la part de l'homme. C'est pas qu'il veut pas s'impliquer. Ou pas, enfin, ça dépend de chacun, hein. Peut-être que ça peut réellement être un manque d'implication, mais des fois ça va être juste de satisfaire sa femme de regarde, moi j'aurais eu des envies particulières, mais je les mets de côté pour toi, mais la femme elle comprend ça par un manque d'implication. Et donc il faut comprendre justement cette différence également. Ok? Donc en gros, pour conclure sur ces points-là, John Gray il conseille, comme point on va dire, de conclusion sur ce point-là de la compréhension, de la communication, de comprendre que le silence d'un homme, c'est pas un rejet. C'est pas un rejet. Quand un homme il se tait, qui ne répond pas, qui ne réagit pas, c'est pas un rejet. C'est un besoin de distance, un besoin d'un temps de recul, d'un temps pour lui, d'un temps de calme. C'est pas qu'il rejette l'autre, c'est que lui-même il n'est pas disposé pour lui-même à s'impliquer maintenant. C'est pas qu'il rejette l'autre, c'est qu'il se rejette lui-même en quelque sorte. D'accord? C'est un besoin de régulation, tel qu'il le dit. Et aux hommes également de comprendre que la plainte d'une femme n'est pas une critique, mais un besoin de connexion. Quand une femme elle se plaint de quelque chose qui la dérange, c'est pas uniquement qu'elle vient critiquer la personne qui est face à lui, qui est face à elle, pardon, c'est qu'elle exprime un besoin de connexion. Elle va dire on n'est pas sorti depuis longtemps. C'est pas qu'elle est en train de lui dire mais t'es une barre, tu me sors jamais, on peut rien faire avec toi, t'es casanier, t'es ennuyeux, tu me saoules. C'est pas ça. Elle est en train de juste lui dire j'ai besoin maintenant qu'on sorte, besoin qu'on se reconnecte, j'ai besoin qu'on passe un moment ensemble. L'homme, malheureusement, quand imagine qu'une femme elle lui dise mais on sort jamais ensemble, lui il peut lui faire un compte rendu très très clair. Il dit attends une seconde, il va sortir son compte bancaire, il dit on est sorti telle date, telle date, telle date, telle date. J'ai tout le truc, ne me saoule pas. En un an on est sorti 8 fois, d'accord? Oui mais la femme elle n'est pas en train de dire ça. Vraiment en train de dire maintenant j'ai besoin qu'on sorte. Quand elle dit on sort jamais, c'est-à-dire qu'encore une fois, elle dit le jamais, c'est exprimer juste le fait qu'elle veuille amplifier son sentiment présent. Maintenant, elle est en train de dire j'ai besoin qu'on sorte maintenant, j'ai très besoin. Donc je dis on sort jamais. Tu m'offres jamais rien. Alors il pourrait lui dire attends, là, tu vas pas me la sortir, je sais très bien, rien que sur toi, là, ça et ça vient de moi et ça aussi. Et dans l'armoire, il y a ça et ça. Une femme qui dirait à son mari j'ai rien à me mettre. Oh, le classique celui-là. J'ai rien à me mettre. D'accord? Ouais, voilà, attention, là, on va tout de suite remettre les pendules à l'heure. Viens, on fait le tour des armoires. D'accord? On est à 4 armoires dans la chambre. Lui, il a un tiroir et une penderie. Et elle a tout le reste. Comment ça, t'as rien à te mettre? Tu te moques du monde. Qu'est-ce qu'elle exprime, la femme ici? Alors, quand elle dit j'ai rien à mettre, encore une fois, l'exagération, c'est pour marquer un sentiment. Qu'est-ce qu'une femme exprime quand elle dit j'ai rien à mettre? Bah, viens, on va faire du shopping. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Il y a un besoin émotionnel derrière ça? Sentir belle. Ouais. Sentir appréciée. Ouais, exactement. Ah ouais, il est bien préparé, là. Ouais, elle a besoin de valorisation. Une femme, elle peut avoir 10 000 vêtements, pourtant là maintenant, dans son état sentimental actuel, elle sent qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau pour être bien dans sa peau. C'est comme ça. Pour un homme, c'est incompréhensible, parce que quel rapport, est-ce que le chemisier, la jupe, le pantalon, le pull que tu vas choisir, il va influer sur ton sentiment de bien-être. Quel rapport? Moi, personnellement, voilà, j'ai un pantalon, une chemise, je me barre et c'est fini, rien à faire. D'accord? Et pour une femme, c'est très complexe. Ben oui, c'est comme ça et on doit accepter, c'est tout. Alors après, comme on l'a dit encore une fois, on a stéréotypé parce que c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. On va avoir des femmes qui n'en ont rien à faire de comment elles s'habillent, ça n'a pas influé leur estime de soi, et des hommes qui au contraire, ça a tout changé, c'est vrai aussi. On parlera de ça justement également dans la place de la femme dans le judaïsme, comme quoi c'est pas uniquement féminin, masculin, c'est un peu plus précis, plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce sont des réalités qui sont très claires. Donc la femme, quand elle va exprimer un sentiment des fois un petit peu exagéré, c'est qu'elle a un besoin maintenant de connexion, un besoin de considération, un besoin de compréhension, d'écoute de son mari. Et le mari, plutôt que de réagir de façon très archaïque, archaïque en français dans le texte, ouais, archaïque, de dire mais t'es lourde, d'accord, n'importe quoi, ok, comprends, il y a un message qu'elle essaye de te glisser derrière, va un peu plus loin, ne t'arrête pas aux mots, d'accord? Très bien, on a fini le premier thème, c'est déjà pas mal, je suis fier de moi. On avait encore 2 thèmes à aborder, qui était, est-ce que, vous voyez, les jardins secrets, la transparence totale. Ok, alors je vous retiens pas, si vous devez sortir Alicia
et William, d'accord? Alicia, oh là 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 là, mais ça rentrera pas, laisse tomber. Alicia, point barre, d'accord? Tu feras avec, ok? Alicia et William, j'arriverai pas, je vais l'écorcher. Donc si vous voulez partir, je vous retiens pas, mais nous on continue, ok? Donc on va passer au thème du jardin secret. Alors là par contre, je veux vos avis, d'accord? Et vous allez tous réagir. Est-ce que, selon vous, dans un couple, avoir un jardin secret, dans le sens où on a des choses qu'on ne se dit pas, des choses que l'on garde chacun pour soi, qu'on ne partage pas à l'autre, qu'on lui cache, est-ce que c'est no man's land, c'est impossible, c'est inimaginable, ou non, ou c'est acceptable, ou même peut-être que c'est souhaitable? Alors je vous écoute, est-ce qu'on commence par la droite ou par la gauche? Toujours par la droite. Cécile, tu dois partir? Non, je te voyais toucher ton sac. Ok, par la droite. Eleonora, ton avis. Ah, on va faire le tour là. Je veux vos avis. Ah ouais, trop facile, c'est la réponse de juif ça. Ah, vas-y, développe. Ok, intéressant. Tu dis qu'il y a des choses qui pourraient attendre un peu de temps pour être dites. Ok, ce serait quoi le temps pour attendre par rapport à quoi? Ok, intéressant. D'accord, alors hyper intéressant, ouais, non, c'est parfait. Hein. Alors je sais pas si on t'a entendu à l'audio, mais on répétera. Mais garde les idées. Hein. Rebecca, Moi, je pense que oui. faut tout se dire. Non, pas sur ce Ah, un secret, d'accord. Je suis d'accord sur le passé. On peut avoir son passé et garder des choses secrètes. Ouais, Mais il ne faut pas garder des choses secrètes parce qu'on sait que la personne le prendra mal. Enfin, tu peux garder des choses secrètes dans une certaine mesure qui ne vont pas empiéter sur la réaction de l'autre. d'accord. Mais tu rejoins en tout cas, il y aura beaucoup sur l'idée de la différence entre le passé et le présent. Il y a cette nuance-là? Oui, mais tu peux faire des choses par toi-même. Je pense que justement, c'est bien que chacun garde sa propre vie individuelle en dehors du couple. Mais je pense qu'il y a des. Enfin, il faut dire quand même 90% des choses. Mais D'accord. on peut garder un jardin. Ok, Elie, j'ai à toi. Moi, je pense que tout ce qui touche le passé, il ne faut pas le dire Ouais. forcément, on n'est pas obligé. D'ailleurs, je me posais cette question récemment, mais ce qui est présent et ce qui est futur, je pense qu'il faut tout se dire. Tout se dire. Bah, si tu vis avec une personne, si on va dire qu'on est marié, je pense qu'il faut tout se dire, il ne faut pas garder en secret certaines choses. Mais le D'accord. passé, on va dire c'est ton problème, si tu as fait des choses, tu as fait des choses. D'accord. Ok, ça me va. Natacha, Non, je pense que j'en ai tout dit. on ne doit pas tous dire? Alors tu rejoins Rebecca et Eleonora plus ou moins? Oui, Dans l'idée? je pense que même dans toutes les relations, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Alors, moi, les autres relations, je comprends parfaitement, je suis d'accord avec toi, parce que finalement, on n'a pas besoin, on n'est pas ici, on n'est pas impliqué, on va dire, dans une relation à 100%, avec un ami ou quoi, avec une amie, mais dans un couple, a priori, on est quand même être beaucoup plus investi, d'avoir une certaine forme, on va dire, de transparence, d'unité. Donc, c'est différent, on ne peut pas comparer les types de relations, mais dans le couple, malgré tout, tu dis qu'il faudrait quand même avoir certaines choses qui ne se disent pas, pour différentes raisons. Je pense qu'il y a tellement qu'on veut juste laisser passer. D'accord. On ne veut pas dire qu'on est énervé. Il y a tellement de choses qui passent dans la tête que c'est faut faire le tri, il ne faut pas dire tout. D'accord. Alicia, Moi, je pense que oui, il faut plutôt tout dire, mais pas à 100% comme on. Par exemple, un jour, il y a vraiment un truc qui t'énerve, tu vas dire le truc et peut-être tu dis pas ce truc m'énerve beaucoup, mais tu l'abordes en mode tu sais ça, je n'aime pas trop. C'est pas mon truc préféré. Tu l'abordes de différentes manières, mais oui, tu dis tout. tu dis tout. Mais sauf que tu ne dis pas, par exemple, tu ne le dis pas comment tu le penses dans ta tête. En vrai, ça te saoule, mais toi, tu le abordes un peu moins. Différemment. Mais tu sors tout. Moi, oui. Moi, D'accord. je pense que tu dois tout dire. Parce que sinon, après, ça reste là. Et après, ça, c'est pire. Alors là, on va faire un truc pas sympa, mais c'est William qui va devoir réagir derrière. Alors là, t'es keblo là. T'as plus le choix là. Moi je pense qu'il faut tout dire. T'as plus le choix en même temps. Même les choses que jamais si t'as quelque chose à cacher, il faut quand même dire
j'ai un truc que je préfère garder pour moi, mais je préfère pas le dire ou pas tout de suite. Ah, donc tu dis. D'accord, donc là c'est encore une autre idée très intéressante. Voilà. Donc tu dis, vous entendez ce qu'il dit William? C'est pire pour moi. Pourquoi c'est Non. pire? Tu dis, non, pourquoi tu es honnête en disant, Justement. j'ai quelque chose qui me dérange que pour l'instant je ne te dis pas, que je te dirai peut-être ultérieurement. Voilà. C'est comme ça que tu dis. Donc au moins, je n'ai pas caché, c'est intéressant, c'est une forme de à mi-chemin. J'ai pas caché quelque chose à l'autre, donc j'essaye de développer une relation, on va dire, de transparence maximale, mais dans l'idéal, j'ai conscience de l'impossibilité de dire une certaine chose parce que l'autre n'est peut-être pas réceptive, en capacité de recevoir l'information, donc je ne lui dis pas tout de suite, mais on est dans une relation de transparence. Non, ça me plaît. Voilà. Moi, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'on va teaser la personne. Ouais. Titiller. La personne, elle peut mal le prendre. Alors, ok. Elle peut le prendre personnellement. Ouais. Elle peut se vexer. Ouais. Tu veux un Alors peu regarde, la meuf regarde comment on va faire. Regarde ce qu'on va faire. T'as raison, Rebecca. Problème. T'as raison. La paix. Non, mais là, t'es en mode vicieuse, là. Viens. Non, je sais, je suis une femme. je Ouais, sais. alors regarde, viens, on dit comme ça. Comment on dit au début du cours? Au début du cours, on a parlé de la gestion des disputes. On a dit que dans les disputes, il faut qu'on se mette d'accord avant le mariage sur un timing, de se dire, voilà, quand on va voir un différent entre nous, on va un petit peu s'être pris le bec, on se dit maximum au bout de 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, maximum, on va dormir, là, c'est fini, on s'est rabiboché, la dispute doit s'arrêter à un moment donné, à un temps qu'on s'est mis d'accord. Et bien pareil, ça pourrait être une info supplémentaire. Avant le mariage, on se dit, regarde, on va essayer de développer entre nous une transparence maximale, mais évidemment que, on va développer, pourquoi, c'est logique, eh ben, on ne pourra pas tout se dire depuis le début. Donc, on accepte le fait, on se met d'accord là-dessus. Donc, il n'y aura pas ce côté teaser, teasing, ce côté un petit peu, on va dire, provocateur de dire j'ai un truc à dire, mais je te le dirai pas. Un truc. Non. Alors, on va dire, regarde, nous, en fait, c'est donnant-donnant dans les deux sens. Il va y avoir des situations où on aura des choses qu'on ne pourra pas encore se dire, mais au moins, on le dit à l'autre. On dit, regarde, il y a quelque chose duquel qu'il faudrait que je te parle, pas tout de suite. On en reparle d'ici un mois, d'ici. C'est pire, je trouve. J'ai provoqué une dispute à partir de. Pourquoi rien. provoquer si c'est un deal tu entre me caches nous? quelque chose. Mais c'est un deal entre nous, mais c'est dans les deux sens. Mais après, c'est l'interprétation de chacun. Moi, je trouve que c'est vraiment créer. Mais si c'est dans les deux créer de la sens. matière avec rien. Mais si on est on s'est mis d'accord dans les deux sens que ça fonctionne comme ça, l'un et l'autre. Il va toujours prévoir le pire. C'est-à-dire Ouais, tu penses que c'est très dérangeant? Moi, je pense que. Ça, ça, de savoir aussi. En fait, je pense que c'est pas smart. Ce que tu caches, ce que Ouais. tu vas dire ou pas, ce que tu- Tout dépend aussi de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Ouais. Ça dépend. Et comment il gère les choses. Et sur le moment, est-ce que la personne, elle est plus sensible à ce moment-là? Alors, oui, t'as raison, mais tu vois là, on revient encore. Je me rends tête que c'est un truc de pire, mais. Ouais, vas-y, vas-y. Tout parce que l'esprit humain, il va imaginer le pire. il va imaginer Mais le ça- Oui, mais ça dépend tu as comment raison. tu vas le dire. Tu vas Tu as passer raison. la chose, tu vas passer la chose plus calmement, tu vois. Ouais, je comprends, vous avez raison aussi. Vous avez raison. Moi, je compléterai aussi par un point. Alors ça, il faudrait le gérer. Il faudrait voir comment est-ce qu'on arrive à clarifier cette histoire-là. Mais moi, je dirais aussi que le problème, quand on n'est pas dans l'acceptation du fait que l'autre puisse ne pas nous dire tout de suite, c'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est le côté très égoïste. J'arrive pas à accepter l'autre. Dans le sens où l'autre, à un moment, il peut avoir quelque chose qui le dérange, quelque chose qui ne soit pas au top, et j'arrive pas à accepter que ça puisse être le cas. Et qu'il ne me dise pas. J'ai l'impression qu'il me doit tout. Qu'il est là, à mon service, qu'il est disponible pour moi. Donc, c'est moi le centre du monde, il doit s'adapter au centre du monde. C'est encore une fois un manque d'acceptation de l'autre et de tolérance, un manque on va dire, de modestie, de laisser la place à l'autre. L'autre, il peut avoir maintenant un besoin de garder quelque chose pour lui, je dois accepter cela. Il a maintenant un mal-être, il a quelque chose qui le dérange, et ben j'accepte, je tolère. Je ne suis pas maintenant en train de faire du forcing pour qu'il me le dise à tout prix. Si ça ne va pas maintenant, ça va pas maintenant. J'accepte l'état d'esprit actuel de l'autre. Qui suis-je pour venir le forcer à venir ouvrir son cœur alors qu'il n'en a pas envie? Donc je dois accepter. Parce que moi, c'est pour finir. Parce que moi, je trouve que c'est pire de cacher quelque chose que de dire j'ai quelque chose à te dire, mais je préfère t'en parler plus tard. Ouais. Sur une échelle, on va dire là. Par exemple, j'aurais préféré qu'il me Qu'ils dise aient rien rien. et qu'il me le dise sur le moment quand il voudra. Ouais. Alors c'est peut-être la différence entre les hommes et les femmes. Alors on va un petit peu développer encore un peu plus tard. Juste enfin on continue notre petit tour de table. Ouais Ben. Ah, c'est à moi. Ah bah oui, ça Moi, j'ai pas compris la question. Il exagère. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Non, j'ai compris la question en elle-même, mais j'ai Ouais. pas compris comment tu définis le tout. C'est-à-dire, je vais pas raconter toute ma vie à quelqu'un, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de savoir tout exactement sur. Oui, je parle de cacher des choses. Cacher des choses, ça dépend quel est l'espace spatio-temporel dans lequel on met la chose. C'est-à-dire, est-ce D'accord. que c'est quelque chose qui concerne d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut blesser d'autres personnes? Est-ce que
Alors, soit ça concerne l'autre, soit ça me concerne moi. Maintenant, effectivement, me dire, tu sais qu'au boulot, aujourd'hui, j'ai traité le dossier de monsieur Dupont et monsieur Durand, on n'en a rien à faire. Ça n'a aucune implication, aucun impact, ça ne concerne pas le couple. Mais je pense que ce qui pourrait concerner le couple, concerner la personne de façon dans son identité, dans sa personnalité. Donc là, on referme un petit peu l'espace au couple. Au couple ou alors même au côté, décidément, au côté humain. Imaginons que la personne aujourd'hui, ce jour-là, elle ait eu un différend avec quelqu'un et qu'il y a eu des mots et qu'il va y avoir une friction sociale. La personne, voilà, imaginons, le conjoint, le mari, il s'est embrouillé avec son frère. Il s'est embrouillé avec un cousin. Il s'est embrouillé avec je ne sais plus qui. D'accord ? Et donc là, maintenant, c'est quelque chose qui va avoir un impact quelque part. La personne, c'est son vécu, c'est elle. C'est pas juste un dossier au travail. Okay. Est-ce que cette chose-là, maintenant, je la partage ou pas? Maintenant, ça peut être aussi, on va dire, par exemple, on n'a pas parlé du tout, mais une chute spirituelle. Imaginons que normalement, voilà, dans un couple, tel domaine, c'est un domaine qui est respecté, on fait attention, on mange cachère, et un jour, l'un des deux, il a chuté. Okay, il a eu trop faim, il est parti, il a pris un truc qu'il ne fallait pas. Okay, il a chuté, il a fait un truc qui n'était pas acceptable. Mais il sait qu'il a fait un truc pas bien. Et que dans leur accord de couple, même si on a déjà parlé du côté religieux dans le couple, quelle est la place du religieux dans le couple, c'est un autre cours. Mais imaginons maintenant, il sait qu'il a fait quelque chose qui potentiellement dérange l'autre. Okay, est-ce que je le dis pas, je le cache pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quelque part je cache quelque chose à l'autre? Imaginons qu'elle va lui demander, ça t'as mangé à midi quelque chose? T'as pu manger? Ça va faire plus de mal que je le dise ou que je le dise? Ah, tu vois, donc là on avance un petit peu. D'accord. Ça dépend de toi, comment ça te touche toi? Comment ça me touche moi? Est-ce que je peux vivre avec si après c'est un mensonge minime ou quoi que ce soit? Alors, est-ce que ça va faire du mal à l'autre ou me faire du mal à moi? Bah, je préfère garder et que ça me fasse mal à moi et que ça touche pas d'autres personnes. Non, quand tu vas le dire, imaginons que tu le dises. Et si tu le dis pas, c'est parce qu'en le disant, tu risquerais de blesser l'autre, ou alors en le disant, tu risques d'être blessé toi par les reproches de l'autre. Moi, je le dirai pas si je risque de blesser l'autre. D'accord, ok. Alors on va avancer aussi. Oui, Alicia. C'était le tour dans ce sens, hein, normalement. Allez, vas-y. Moi, je pense que, par exemple, si c'est un truc qui te dérange de l'autre dans sa personnalité, sa manière d'agir, c'est différent que si, par exemple, tu caches, aujourd'hui j'ai mangé des crevettes pas gâchées. C'est très différent. Intéressant. C'est un truc que tu dis, ça me dérange que toi, je sais pas, beaucoup de fois quand tu es fatigué, tu me calcules pas trop, tu parles pas trop, tu me réponds avec oui, non, je sais pas, toi tu me parles pas trop et moi je veux te parler. C'est un truc qui te dérange dans le coup que si tu caches que tu as mangé un truc pas caché. Pour moi, c'est le truc comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, on avance. Bravo, on avance. Plein d'idées très jolies qu'on va évidemment développer. Michael. Jardin secret, ouais. Moi, je suis pour que la... Profite, elle n'est pas là, Julie. Ouais, je suis pour que la conjointe ou le conjoint garde un espace secret par rapport peut-être au passé ou quoi, qui veut vraiment garder secret. Je suis totalement pour. Et moi, je suis pour une communication. Dans tous les cas, dans le couple, il faut communiquer. Parce que si on ne communique pas et qu'on garde des choses par rapport, par exemple, par rapport à l'exemple qu'a cité, comment je t'appelle? Benjamin. Si par exemple le conjoint ou la conjointe va manger un truc pas cachère ou avec plaisir. Fait quelque chose qui est un peu contre ses valeurs d'habitude, il chute un petit peu, mais s'il n'en parle pas à sa conjointe pour pas la blesser, mais ce qu'il a fait, ben ça va comme il peut pas s'en débarrasser en parlant, il intériorise et ça va lui pourrir la vie, quoi. On va dire ça va l'affecter. Ah, ça sera pas neutre en lui-même, ça va l'affecter. Mais femme, c'est pas ta psychologue. Ça veut dire que. Ah oui. J'ai pas dit ça. C'est pas une poubelle, ça veut dire que tu vas pas lui sortir toutes les mauvaises choses que tu as fait. Alors, je suis pas dit ça. Non, bien sûr, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait. C'est ça l'idée que je voulais dire. C'est plus ça, ne pas se délester de son poids personnel à sa femme. D'accord, mais j'ai pas fini. Ce que je disais, c'est qu'en fait, si on garde intérieurement notre mal-être, qu'on n'en parle pas à sa conjointe, ben ça va affecter la relation. Parce qu'il y en a un qui garde un sentiment de frustration, de colère, de mépris vis-à-vis de soi-même, ça va affecter l'autre dans toutes ses relations, donc, même de façon invisible. Ça se voit pas, mais ça va l'affecter. Ils le verront sur plus ou moins long terme. Et ça va affecter le couple lui-même. Et en parler, ça permettrait déjà de libérer la personne
de son mal-être, et son conjoint qui est là pour elle, il va pouvoir l'aider Ouais. Très intéressant. Parfait, ça me plaît et on va aussi C'est rebondir ça la là-dessus. relation du couple justement, Ouais. c'est s'entraider, communiquer pour aller mieux. Alors on va rebondir là-dessus, après je reviendrai aussi sur ce que tu disais Ben, ta réaction à ce que disait Mickaël. Peut-être voilà, effectivement il y a une nuance entre le psychologue et l'écoute, d'accord? Mais on y arrive après, on développe après. Noam. Grosse nuance même. Alors, moi, je rejoins un peu les propos en disant que je trouve qu'il y a deux types de jardins secrets. Il y a le jardin secret qui concerne le couple et le jardin secret qui concerne la personne dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle qui concerne que lui ou elle. Concernant le couple, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de jardin secret parce que je me dis que si on garde des choses pour soi, et ben ça peut ressortir plus tard en reproche et en fait en contre-attaque, en ping-pong, et tu me dis ça, bah, je te rebalance ça, et en fait il faut pas avoir un stock de reproches, de munitions en gros, voilà. Et ce qui est du côté personnel, je trouve que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Par exemple moi, s'il m'arrive quelque chose ou si j'ai du tracas ou un truc personnel, et ben j'ai du mal à le projeter sur quelqu'un d'autre et à me confier, à partager mes soucis à quelqu'un. Du coup, je préfère les garder pour moi. C'est pas simple parce que du coup, on s'en renferme dans ces tracas. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose sur lequel je peux travailler et que je dois travailler. Mais c'est avec le temps et je pense qu'en fonction de l'avancée de chacun sur ces différents points faibles, et ben il y a plus ou moins un jardin secret qui se débloque au fur et à mesure du temps, mais voilà, ça nécessite plus de travail. Et voilà. Ok. Du coup, il y en a un, c'est vraiment immédiat et l'autre, c'est avec le temps. D'accord, d'accord. Donc en fait, tu rejoins aussi un peu Mickaël sur le point de ce qu'on va garder pour soi. Finalement, ça va nous impacter nous maintenant et impacter notre relation de couple dans le futur. Donc c'est négatif. Donc il faudrait limiter au maximum ce qu'on ne dit pas. Suivante, Paloma. Je suis tout à fait d'accord avec les deux jeunes hommes. Ouais. Rien à rajouter de plus? Ou exprimer différemment? Non, mais je voulais rebondir vite fait sur ce que tu as dit par rapport au psychologue. Bah, à vrai dire, imagine, tu as passé une mauvaise journée, etc., et tu rentres chez toi. Tu as forcément envie, je pense, d'exprimer ce qui s'est passé après, peut-être pas dans tous les détails, parce que c'est plutôt oui, le job d'un psychologue, mais je sais pas, je pense qu'il faudrait en parler. Après, je sais pas si la personne peut-être ne ressent pas l'obligation d'en parler, ok, ça c'est son choix, mais je pense que sa femme ou son mari va sentir qu'il y a quelque chose, sauf si c'est un très bon acteur ou actrice, mais bon, je pense que c'est mieux d'en parler. D'accord. L'autre va sentir. Ok. Fini à Val, Rebecca, pas le travers quand même. Fallait prévoir quand même que t'étais la suivante. Allez, on t'écoute. Pour moi, faut pas tout dire. Ok. Faut vraiment avoir son jardin secret. Il y a des choses, ça sert à rien de les dire. C'est pas toute vérité n'est pas bonne à dire en fait, je trouve. D'accord. Et moi, je suis pas d'accord avec Ben parce que j'estime que mon partenaire, que ce soit mes enfants ou mon futur mari ou je sais pas si je travaille en équipe avec quelqu'un, mon partenaire, s'il y a quelque chose qui va pas, dis-le moi. Parce que moi, peut-être qu'aussi, j'ai mes émotions, j'ai mes sentiments, il m'est arrivé quelque chose de nul, je sais pas forcément t'en parler, et que on va y avoir des quiproquos rapidement et qu'on va s'embrouiller et on va créer une dispute à partir de rien. Non, dis-moi. Si, mais après ça c'est très féminin. Si mon homme arrive à me montrer sa vulnérabilité, tout en sachant que ce n'est pas un échec, tout en sachant qu'il n'est pas en train d'échouer, c'est que j'ai l'impression qu'il a vraiment confiance en moi. Magnifique. Magnifique. J'attendais quand même ça aussi. Totalement d'accord. Parce que nous, en tant que femmes, on va beaucoup plus le faire. Ouais. Mais c'est pas un échec de montrer sa vulnérabilité. Quand un artiste il monte sur scène, il montre sa vulnérabilité à tout le monde, Magnifique. à des milliards de Très bien, personnes. Rebecca. Donc si moi, mon partenaire, il n'arrive pas à le faire avec moi, ça va me peiner un petit peu. Mais toute vérité, il va venir dire, je me fais draguer 3 fois, je vais pas forcément dire à mon mec,
Tu sais, aujourd'hui on m'a dragué 3 fois, tu devrais faire attention. Star, on s'en fout, genre ok, je suis fidèle, je suis loyale, je protège mon shalom bait. La paix. Moi voilà, tout ce que je dis tout le temps, la paix. On veut la paix, on choisit la paix. Pourquoi je vais aller forcément raconter, tu sais, ma mère elle m'a raconté qu'il m'est arrivé ci, qu'il m'est arrivé ça. Aussi les histoires de famille, tout n'est pas bon à dire. Il n'a pas forcément besoin de savoir. Khazvecha, mon divorce ou quoi que ce soit, il n'a pas forcément besoin de savoir. Et après, il va me dire ah ouais, tu te rends compte, et aussi elle a agi comme ça et comme ci. Moi, j'ai pas envie que mon mari il parle mal de ma famille parce que moi, je me suis permise de le faire. Ok, très bien. Donc, il y a des choses qu'il faut garder, qui n'ont pas besoin d'être dites, Exactement. mais de façon générale, on va avoir un vrai bénéfice à dire des choses dans la construction de la confiance dans un couple, quand le fait de se livrer les uns aux autres. Agathe qui se cache derrière Suzanne. Non, je me cache pas, je suis un peu... moi, je pense que c'est bien... Enfin, que dans un couple, si on perd complètement l'individualité, c'est plus un couple. Je pense que un couple, c'est 2 personnes, même si à la fin, ça forme une entité. Il faut que chacun garde sa personnalité, son vécu, ses idées. Je pense que c'est très important de ne pas se perdre dans l'autre, de rester soi-même. Pour moi, c'est ce qui fait aussi la force du couple. Et donc par là, je pense aussi que c'est important, quand on n'a pas envie de dire les choses, qu'on n'est pas prêt à les dire, de les garder pour soi. Et je suis d'accord du coup avec le fait de peut-être dire du coup, bah là écoute, j'ai un truc qui ne va pas bien, je me sens pas de le dire maintenant, il faut que je prenne le temps de formuler comment je vais le dire. Quand je me serai à l'aise, je te le dirai. Et d'expérience, pour moi, ça marche. Et d'autre part, oui, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est... j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est très bien. Voilà. Ok. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu as dit au début. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De dire que dans un couple, il va y avoir un idéal peut-être à chacun conserver ses spécificités, à ne pas se fondre l'un dans l'autre, dans le sens où chacun apporte quelque chose dans le couple, et pour continuer à pouvoir s'apporter l'un à l'autre, alors il faut conserver ce qu'on va avoir de propre à nous. Très intéressant. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et alors, très bien, on y va alors. C'est que quand on est en couple, je pense aussi que c'est un indicateur de savoir si c'est la bonne personne ou pas, quand on se rend compte qu'on peut tout dire. Oui, mais tu voudrais dire qu'on ne pourrait s'engager dans une relation de couple, en tout cas de mariage, que quand on s'est rendu compte qu'on peut tout se dire? Pas que, mais ça donne... pour moi, c'est le déclic qui fait que... Alors, le problème, il est que c'est beaucoup plus facile de tout se dire avant qu'après. Non, mais je pense que quand on commence dans une relation et on arrive à dire des choses très profondes qu'on n'a jamais dit à personne, ce sera plus facile après de tout se dire. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'au début, quand on n'est pas encore engagé envers l'autre, on n'attend pas de l'autre encore. On est dans l'optique de, pour l'instant, on donne. Et donc là, maintenant, tu donnes des informations, tu n'attends pas de l'autre un jugement pour l'instant. En tout cas, c'est beaucoup moins présent qu'après, parce qu'après, tu es engagé. C'est pas forcément pour recevoir un jugement, c'est juste de se sentir à l'aise de dire des choses qui sont très intimes. Oui, mais tu n'as pas peur du jugement. Ou alors, il y a le côté intime, il y a le côté aussi des fois de dire des choses desquelles tu n'es pas fier. Et que avant le... J'appelle les choses intimes aussi, d'accord. se renseigne tout un truc. Ouais, très bien. Alors, ces choses-là, avant le mariage, tu seras peut-être moins gêné de les dire parce qu'en fait, l'autre, pour l'instant, c'est pas lui qui a, lui ou elle, la mission ultime de venir te fournir ta considération, ton estime de toi. Donc, pour l'instant, tu lui dis et c'est tout, basta. C'est pas tellement gênant, même s'il y a ce côté intime où c'est quelque chose que tu vas pas dire, crier sur tous les toits. Mais quand tu as appris le mariage et que maintenant, dans une situation où là, il y a une relation forte qui est censée être là entre vous, et un mariage qui est ancré, d'accord, entre vous, et là maintenant, tu vas être beaucoup plus frileux à venir tout dire parce que il y a quelqu'un en face de toi qui peut te juger parce que c'est ton partenaire officiel. Donc tu vas être moins disposé à tout lui dire. Comme ça, j'ai l'impression en tout cas, entre avant et après, je pense que naturellement, avant, quand il n'y a pas encore l'engagement, on va être plus dans la facilité de dire des choses. Aussi pour acquérir l'autre, entre guillemets,
dans le sens où pour lui prouver notre implication dans le couple, alors on va être plus enclin à venir lui dire des choses privées pour lui montrer, regarde, tu vois, je te dis tout. Mais c'est parce qu'on veut lui montrer, regarde, je m'implique dans la relation. À toi, je te dis tout, des choses que j'ai jamais dit à personne. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore l'autre, en guillemets, on ne l'a pas encore, on n'est pas encore marié à l'autre. Une fois qu'on est marié, on n'a plus besoin de faire des pieds et des mains pour l'avoir, on l'a déjà, dans un sens ou dans l'autre, homme vers femme ou inversement. Donc du coup, on n'a plus besoin de rajouter des munitions supplémentaires pour venir l'acquérir. Ça y est, c'est un acquis. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire le nécessaire. C'est pour ça que toute la galanterie classique avant le mariage, on la retrouve beaucoup moins après le mariage. Avant le mariage, on fait très très attention à plein de choses. Après le mariage, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Pourquoi? Alors c'est pas bien, pas bien du tout. Il faut conserver ça. Il faut y faire attention. Il faut conserver le côté galant. Alors galant, chacun en fonction de son milieu. Donc là, en tout cas, il faut garder ces attentions-là. Mais naturellement, elles s'estompent. Pourquoi? Parce que c'est acquis. L'autre nous est déjà acquis. C'est très grave de vivre comme ça. Dans un couple, il faut comprendre que l'autre ne nous est jamais acquis. Une femme doit continuer à séduire son mari jusqu'à 120 ans, et un homme continue à s'apprêter à faire attention, à être désirable pour sa femme, à être admirable pour sa femme, à être le même qu'il a été avant jusqu'à 120 ans. On ne s'arrête pas au mariage. Mais comme malheureusement c'est souvent le cas naturellement, alors on va être moins enclin à dire les choses parce qu'on n'a plus besoin, on se rappelle qu'on a besoin de faire le travail de prouver à l'autre notre implication pour se consolider ou créer une union. Mais moi, je suis pas dans l'optique où le mariage c'est une fin en soi et qu'après il se passe plus rien. Je pense que l'engagement il vient aussi avant le mariage, de se dire ok, on est ensemble, même si le mariage n'est pas encore décidé, ça reste un engagement envers quelqu'un d'autre. L'engagement avant le mariage? Oui. Il n'y a pas de réel engagement. Moi je pense que si, à partir du moment où tu t'impliques avec quelqu'un, où tu es sérieux avec, où tu lui dis d'ailleurs que tu veux construire et faire ta vie avec elle, quitte à ce que ça finisse en mariage. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même une forme d'engagement, même si c'est pas la personne que tu vas trouver à la fin. Je comprends ce que tu dois exprimes. quelque chose à l'autre parce que tu as une relation particulière avec. Oui, mais tant que, enfin moi je perçois des choses comme ça. Après, je partage aussi ta vision. Que le mariage c'est quand même un switch considérable parce que ça implique plein de choses, un mariage en bonne et due forme. Avant ça reste officieux, ça reste on va dire implicite, c'est pas encore c'est pas engageant dans le vrai sens du terme. Un mariage, que ce soit religieux ou légal, du point de vue de la loi, ça engage réellement. Alors qu'une relation avant, même si on s'est engagé, on va dire, émotionnellement à se dire, voilà, on prévoit de se marier dans 6 mois, dans 1 an, mais tant que c'est pas encore le cas, rien ne nous empêche du jour au lendemain à mettre de côté cette relation et dire, bon, finalement, ça va pas, machin. Alors que dans un mariage, c'est bien différent. Oui, bon, ça, je suis d'accord. Ok, en tout cas, d'accord. Tu veux dire qu'il y a quand même cette notion d'engagement, on va dire, relatif avant. Oui. Ok. Par exemple, je me dis, dès qu'il y a la présentation des familles respectives, même s'il n'y a pas de mariage, même s'il n'y a pas de bague de fiançailles ou quoi, ça reste quand même un engagement parce qu'il y a un certain mélange des deux familles, il y a des rencontres, il y a des liens qui se tissent. Et si du jour au lendemain le couple se sépare, et tous les liens émotionnels qui sont créés entre les familles, etc., ils vont pas forcément se rompre. Je suis d'accord avec toi. Donc tu rejoins plus ou moins Agathe dans ce qu'elle dit. Ouais. Évidemment, je suis d'accord avec vous qu'il y a des étapes dans la relation qui font que ça devienne un peu plus engageant. Mais malgré tout ça, bye Cécile, merci pour ta venue. Prends quelque chose à manger peut-être avant de partir, non? Tu es sûr? Ok, ça marche. Bonne soirée, à Shabbat, à demain. Ouais. Donc par contre Cécile, tu t'étais inscrite pour ce soir? Aussi? Ce soir, oui. Bravo. Et important. Ça marche. Ah, samedi alors. Ouais, d'ailleurs, petit placement de produit, on n'oublie pas, on rappelle, je ne pense pas que vous étiez tous inscrits ce soir, d'ailleurs j'en suis même certain, vous ne l'étiez pas. Donc je vous laisse vous inscrire après le cours, mais n'oubliez pas, c'est vraiment important, vous le savez, on l'a déjà dit maintes et maintes fois. Donc, on m'explique après comment on fait pour ne pas rentrer toutes ces informations à chaque fois qu'on veut s'inscrire. Ah, je connais pas, répondre à ceux qui le font, parce que moi je suis dans le bac. Ouais. Même avec le compte. Bon, je vous laisserai voir entre vous parce que moi je connais pas cette partie-là. Ok? Donc, je vois que ça a fini en face, donc on va devoir aussi abréger nos propos. Pour réagir à ce que vous disiez, Noam et Agathe, effectivement, c'est sûr que l'engagement il va crescendo et que plus on avance, plus on se sent engagé dans la relation. Évidemment, on va mettre en place les préparatifs du mariage, etc., etc. Mais malgré tout, le mariage, c'est une étape quand même qui
qui est quand même bien différente avec le reste. Maintenant, il y a un engagement qui est beaucoup plus présent, plus fort, qui nécessite un divorce. Maintenant, on est à un autre level quand même. D'accord ? Ok. Bon alors, de toute façon, voilà, c'était un petit peu externe à notre propos, donc on laissera ça pour une autre fois. Bezrat Hashem. Alors, justement, on va voir Suzanne maintenant qui va nous dire son avis sur cette notion du jardin secret. Est-ce que dans un couple, on doit tout se dire ou est-ce qu'on peut se cacher des choses ? Ou est-ce qu'on doit se cacher des choses ? On peut se faire des choses. Ouais. Alors. Apparemment, il faut se cacher des choses, mais je suis pas. Ouais. Je suis pas sûre. Bah déjà, là, au temps du mariage, c'est ça Dans le couple, ouais. Le jardin secret. Ouais, bah, le jardin secret, c'est la base, c'est primordial. Quand Deux. on d'une personne, pour maintenir l'intérêt, je crois que c'est aussi ça un peu l'intérêt de Nida, c'est de créer une pause. Ouais. Après, se retrouver et ne pas tomber dans une certaine routine et préserver une certaine part de mystère, c'est aussi créer de l'intérêt chez l'autre pour ne pas s'ennuyer. Alors, peut-être en fait, on va donner peut-être un exemple un peu vraiment, un exemple simple, d'accord ? Imaginez-vous que un jour, l'un des deux conjoints, le mari ou la femme, ait fait une petite infidélité, mais minime. Hein. On va pas tomber dans le hard. Minime. C'est ça ton exemple ? Imaginons un petit truc, genre un petit message, ok ? Imaginons que la collègue, elle lui écrit, comment tu vas aujourd'hui ? Ouais, machin. Il lance un petit truc qu'il n'aurait pas dit. Il a lancé une phrase qu'il n'aurait pas dû lancer. Juste une phrase, hein, un de plus. Une phrase Alors déjà, pas adaptée. évidemment de un qui va jamais le dire. Alors, est-ce qu'il faut le dire ou pas ? Imaginons. Ah oui. Il faut le dire ou pas ? Non, non. Bien sûr, faut le dire, c'est bon. Non, tu es face et tu corriges ton comportement. Zéro, t'es un grand garçon. Oui, mais d'accord, mais alors je reconnais, je dirais éventuellement à mon conjoint, ou à ma conjointe, je dirais, regarde, aujourd'hui, j'ai eu un comportement qui était inadapté. Je trouve que c'est de la maturité, je veux dire. Donc tu vois, donc quand on prend un exemple typique, on va dire précis, on peut avoir déjà des réponses différentes. Alors quand même, on va avancer à Suzanne. Ce sont des grands garçons qui doivent prendre des décisions eux-mêmes. D'accord. Ce sont des hommes. Mais est-ce que ce serait pas positif justement de l'avoir dit ? Alors on y va. Alors Suzanne, malheureusement, voilà, évidemment, on va avoir fini. Suzanne. En fait, je pense que c'est une question d'équilibre dans le couple. Chacun trouve son équilibre. Il y a des gens qui vont se sentir en sécurité si vraiment ils se disent tout. Et il y en a, ils vont avoir besoin de garder une certaine indépendance et de quand même être en couple. Chacun trouve son équilibre, chacun trouve son. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre ? On doit se mettre d'accord avant ? Avant, oui, c'est bien. De toute façon, on le sent au tempérament des uns et des autres avant de se marier. D'accord. On voit, il y a quand même une phase avant le mariage, avant de passer sous la repas, il y a quand même une phase. Donc là, on sent quand même ce qu'ils disent, ce qu'ils disent pas. Voilà. Après, l'essentiel pour moi, c'est de présenter bien les choses. S'il y a des choses qui, je sais plus c'est qui a dit, ta femme c'est pas une poubelle. Si on sait que ça va affecter la personne, voilà, on s'abstient. Maintenant, quand ça touche à des choses fondamentales comme le foyer, la famille, les enfants, là, il faut tout se dire. Parce qu'on est censé garantir un équilibre et ça passe par la communication. Maintenant, sur cet exemple de pourquoi il a répondu à sa collègue, etc. Non, en fait, s'il a répondu à sa collègue, c'est qu'il y a un problème aussi dans son couple. Ah, c'est intéressant ça aussi. Ah, donc, très en bien. fait, il faut que ça soit un déclic. Très bien. Pour qu'après, il aille voir sa femme et lui dire tu entends Rebecca ? Il faut suivre Rebecca. Je suis. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème dans son couple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc à ce moment-là ? Donc ça veut dire que justement, il faut aller voir un thérapeute ou faut discuter. Pas nécessairement. Ou un Ça veut discuter entre eux. dire que pour le moment, il doit juste se poser la question déjà dans un premier temps et être sincère envers lui-même. Pourquoi est-ce que. Très bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Et après, en discutant avec elle, ça peut être utile justement pour réussir à régler le problème. Parce que finalement, il y a un problème. Ici, il y a un problème dans le couple, c'est les deux qui sont concernés. Chacun a sa part, mais deux sont concernés. Donc peut-être que ne pas en parler, ça risque d'envenimer les choses. Dans le sens où maintenant, c'est un message qu'il a réussi on va dire, à dépasser, une tentation qu'il a réussi à dépasser, mais qui dit que dans une semaine ou 10 jours ou un mois, elle ne va pas revenir à la charge avec un comportement un peu plus rentre-dedans. Et aguicheur, et donc du coup, il va pas réussir à venir. Pourquoi ? Parce qu'il l'aura pas dit. Peut-être qu'il faudrait dire alors. Ah. Moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Alors on y va. Ou alors protéger le couple. Alors on avance. Alors juste, on va finir quand même. S'il vous plaît, on va finir quand même le tour de table. Il nous reste encore nos 3 mâles qui doivent s'exprimer. Mais si. Allez Pierre-Antoine, on t'écoute. Je disais, on n'a pas parlé des textes. Enfin, je sais, c'est intéressant
Regardez un peu. Bon, après, j'en ai que deux en tête. Genèse 2, quand on dit que l'homme il s'unit à sa femme, donc il y a l'idée quand même. Après, c'est union, c'est pas fusion non plus. Et après, dans Shir Hashirim, à un moment, je crois, il dit. Après, je crois que c'était sur le corps de la femme. Il disait que c'était un jardin, justement, en musique. Alors, vraiment, c'est allégorique, le Shir Hashirim. Oui, je sais, non, mais je me dis quand même. D'accord, mais on va pas rentrer dans la spécificité de la relation, de ce qu'on se dit ou pas. D'accord. Ok, alors on va finir avec Ethan et rappelle-moi ton prénom. Moi j'ai pas de prénom, Ruben. Ruben. Ethan et Ruben. Ethan. Ah, vous avez eu tout le temps pour préparer là quand même. Ils ont déjà tout dit. Ouais, c'est tout. Rien de plus parce que, ok, ils disaient qu'on était répétés, mais on a à chaque fois des ajouts. Rien de plus. Attends, moi je pense qu'il faut rien dire. Faut rien dire. Faut rien dire. Ah bah c'est nouveau ça, on a pas des trucs positifs. Et voilà. Et si c'est des trucs qui affectent la personne en face, ne pas les dire, mais si ça l'affecte pas, c'est des trucs qu'on veut pas trop dire, on peut le dire. Et toujours dans la rigolade, ça aide à faire passer les trucs. On est des sujets sérieux qu'on peut pas dire en rigolant. Si, on peut toujours faire de l'humour. Ouais, mais c'est pas bon, parce qu'il y a quand c'est des sujets importants, les tourner à la rigolade, justement, c'est très négatif. Parce que ça va être perçu par notre conjoint comme quelque chose de pas sérieux. Nous concernant, c'est pas forcément concernant la fille. Alors justement, on a fait la différence entre ce qui nous concerne nous, ce qui concerne le couple, ce qui concerne la famille, ce qui concerne le foyer, etc. Donc il y aurait une nuance à faire à ce niveau-là. Ok. Ruben. Je pense qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Des choses qui se disent pas, pourquoi elles se diraient pas? Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Alors des choses du présent, des choses du passé? En réalité, de tout. Du passé, du présent, un truc dans le passé, un truc qui se passe dans le passé. Je sais pas, on a tous un passé, des antécédents qui sont un peu compliqués, et personne ne sait sortir. Ok, bon. Moi je veux ta réponse. Alors ouais, mais moi c'est pas qu'une réponse, ça se développe. Mais le problème c'est que là il est tard et on a déjà débordé largement. Non vraiment, j'ai pas envie de peser là sur vous. Donc, vraiment on continue? Ouais. Non mais sérieux. On est lancé là. En fait on va voir le dénouement là, on s'est Alors dénouement, d'abord vous avez dit des idées hyper intéressantes, d'accord? Donc évidemment que tout est bon à prendre, ok? Mais maintenant on va essayer peut-être un petit peu alors de cadrer. Mais vraiment ça me gêne parce que voilà à côté ils sont en train de aussi. Bon bref. Ne sois pas gêné. On essaye de faire vite alors. D'abord on va dire les choses comme ça. Oui. Une relation saine dans un couple, ça se construit lentement. D'accord? On ne peut pas espérer avoir une relation parfaite, équilibrée dès le début. Ça va se construire parce qu'on apprend à se comprendre, à se connaître, à se découvrir. Même si on a pu vivre ensemble pendant 6 mois, 1 an, 2 ans avant, le relationnel dans le couple et avant le couple n'a rien à voir. Enfin, quand je dis dans le couple, après mariage, avant mariage, n'a rien à voir. Oui? Juste, ça m'est revenu. Je crois que c'était ici qu'on avait parlé du Rav de Kotz. Ouais. J'ai repensé à ça. Il avait dit à un moment, tout ce que l'on pense ne doit pas forcément être dit, tout ce que l'on dit ne doit pas forcément être écrit, machin, jusqu'à ce que ça va aller à être... Oui, mais ça c'est dans le couple qui parle ou de façon non, générale? C'est en général. Alors, c'est en général, c'est plus alors pas nécessairement. Ça peut être différent dans le couple. Donc en tout cas, tu y vas. À bientôt, tu finiras voilà, sur YouTube. Donc la confiance, ok? Donc Paloma et Rebecca, si vous vouliez qu'on finisse, faut le suivre. Voyons. Donc la confiance dans un couple, ça s'invente pas. C'est-à-dire espérer qu'il y ait une confiance absolue, ultime, parfaite dès le début, c'est pas possible. On va devoir développer une relation suffisamment saine, équilibrée, construite pour que la confiance s'installe de la façon la plus générale possible. Mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas du premier coup. Ok? Et donc, dans certaines situations, notre conjoint, donc là on va un petit peu donc rejoindre ce qui a été beaucoup dit, dans certaines situations, notre conjoint n'est pas prêt à entendre certaines choses. Il n'est pas prêt. Parce qu'il n'a pas encore justement cette notion de confiance en nous suffisamment ancrée, cette notion aussi d'acceptation de nous pour pouvoir accepter tout ce qu'on pourrait lui dire. Il n'est pas prêt. Donc nous, dans certaines situations, on aimerait lui dire tout. On va devoir des fois mettre un frein à ce qu'on voudrait lui dire parce que l'autre en face n'est pas encore prêt à l'entendre. Évidemment, donc dans ce cas-là, on va devoir garder certaines choses pour nous. Ne pas les dire parce que l'autre n'est pas prêt. Mais le risque ici, il est colossal. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça va démarrer sur certains points, on va dire au début, qui sont triés sur le volet. Et si on prend l'habitude de ne pas tout dire parce que dans un premier temps, l'autre n'était pas prêt, on risque malheureusement de tomber dans une habitude, une routine de ne pas dire les choses parce que finalement c'est plus simple.
Et finalement, on va évidemment extrapoler et élargir à des choses que nous ne sommes pas prêts à dire, plutôt que l'autre n'est pas prêt à entendre. Évidemment qu'à ce moment-là, la relation, on l'a complètement fumée, parce qu'il n'y a plus du tout de transparence dans le couple, il n'y a plus du tout de confiance dans le couple, on n'a pas cherché à développer la confiance. Donc ça, c'est le premier point de la gravité. Également, et là je rejoins ce qui a été dit, je ne sais plus par qui, peut-être par Michael, c'était Michael, de dire que, et ça c'est hyper important, hyper important. Dans un couple, au moins la femme vers l'homme, mais il faut que ça vienne aussi dans l'autre sens, l'homme vers la femme. Normalement, un couple normalement équilibré, une personne normalement équilibrée, ici, dans un couple, elle a la volonté d'aider l'autre. Elle est là pour l'autre, elle veut lui donner, elle veut l'accompagner. Donc elle, la personne en face, elle attend qu'on vienne et qu'on se confie à elle. Qu'on lui dise, regarde, il y a quelque chose qui s'est pas passé, elle veut aider l'autre. C'est normalement une volonté qui est présente chez chacun d'eux. Nous, quand on envisage le mariage, c'est quelqu'un qui envisage son mariage pour des bonnes raisons. Quelqu'un qui envisage son mariage juste pour officialiser leur amour, on a déjà parlé de ça dans un cours précédent, c'est une catastrophe. On ne se marie pas pour les autres, on se marie pour nous, pour notre couple. Mais pour qui on se marie? Pour soi ou pour l'autre? Maintenant, on se marie pour l'autre, pour donner à l'autre. Aussi pour se construire soi-même, c'est parfait. Mais pour donner à l'autre, donc on est là pour donner à l'autre. Donc nous, on est là et on attend, on veut que l'autre fasse justement, me permettre de lui donner, tout simplement. On a déjà parlé de ça également, du fait que il faut développer la capacité d'attendre, de demander, de réceptacle à l'autre. Parce que donner, c'est facile certaines fois, mais recevoir, des fois, c'est difficile. Il faut savoir se mettre dans la position de celui qui reçoit, qui accepte de l'autre. Et bien là, dans le couple, sur ce point-là, c'est pareil. Que l'un, il faut comprendre que l'autre, il est là pour nous, il veut nous donner. Quand il est pour nous, dans le sens de il veut nous donner, il veut être là pour nous, il veut nous apporter, il veut nous aider, il veut nous accompagner, il veut nous soutenir, nous épauler, il veut le faire. Et donc, si on n'est pas, on garde pour nous et qu'on ne lui donne pas, en fait, on l'empêche de pouvoir mettre en application ce qu'il aimerait faire. Et en fait, cette relation qu'on est censé développer, créer, par le fait que chacun va donner à l'autre, en gardant les choses pour nous, en ne les disant pas, on l'empêche de faire ce qu'il voudrait faire. Et ça, évidemment, vu que le couple il est construit sur le fait de donner à l'autre, on met évidemment un frein énorme. Également, le fait de ne pas dire à l'autre, c'est se priver soi-même d'une aide précieuse. Là, je rebondis sur ce que disait Michael et la réaction de Ben. Mais l'autre, on n'est pas en train d'utiliser en tant que psy, juste j'utilise, c'est mon psy, pas du tout. Mais moi, je peux, en disant des choses, je peux utiliser l'autre avec des gros guillemets, dans le sens où l'autre, il peut m'aider. Quand je me marie, je suis là pour l'autre, mais l'autre aussi, il peut venir me rendre des choses, il peut m'aider dans ma construction personnelle. En cachant des choses, je m'empêche moi-même de profiter de ce que l'autre pourrait m'apporter. C'est grave. C'est grave. En fait, je me fais du mal. Parce que j'ai un mal-être, j'ai quelque chose qui ne va pas. Imaginons, on a ramené l'exemple du texto mal placé. Okay ? Là, maintenant, il y a un problème. J'ai un besoin de compréhension, plus que ça, de considération, d'admiration, de mise en valeur qui n'est pas rempli dans mon couple. J'ai un besoin. Alors, peut-être ma femme, elle fait ce qu'elle peut pour ça, mais peut-être que moi-même, je suis quelqu'un qui a plus besoin que d'autres. J'en ai plus besoin que d'autres. C'est ma réalité. C'est mes besoins émotionnels. Alors maintenant, en ne disant pas ça à ma femme, le fait que j'ai apprécié ce petit mot de sa part auquel j'ai réagi, en lui cachant ça, en fait, je me prive d'une aide précieuse. Ma femme, elle est là pour moi. Donc si je lui dis ça, elle va dire « Ah ouais, maintenant je comprends ». À part le fait que je vais développer cette relation elle va exprimer et dire « Waouh, mon mari, il a confiance en moi. Mon mari, je sais qu'il me dit tout. Mon mari, je sais qu'il ne me cache pas des choses. » Elle va comprendre, elle va se dire « Ouais, c'est beau. On construit quelque chose, une relation profonde entre nous. » Il me dit tout et je vais l'aider. Voilà, il a besoin de ça, je vais être là, je vais être disponible pour lui. Il a besoin de plus de mots d'amour de ma part, je vais les lui donner. Plus d'appréciation, je vais lui donner. Il a besoin d'entendre que c'est le plus beau, qu'il est désirable malgré les quelques kilos qu'il a pris depuis le mariage. Il a besoin de l'entendre, je vais lui dire. En fait, si on ne dit pas à notre femme, ou inversement, on se prive d'une aide précieuse. Alors comme on l'a dit, au début de la relation, on ne peut pas tout dire parce que l'autre n'est pas capable de tout entendre de notre part. Mais avec le temps, évidemment que la solution idéale, elle est de venir progressivement limiter le nombre et la fréquence de choses que l'on ne se dit pas. Dans un premier temps, il va y avoir certaines choses, mais au fur et à mesure, le travail va être aussi
de venir en limiter le nombre. Par contre, ça c'est très important, Elisheva l'a dit avec un aplomb, de dire le passé, on ne dit rien. D'accord? Eh bien, je suis d'accord avec Elisheva. Le passé, c'est le passé. Le passé, on fait table rase. Par rapport à quoi? Aux relations qu'on a eues dans le passé? Par exemple. Alors, on ne va pas, je ne suis pas en train de dire ici qu'on va mentir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si la personne nous demande est-ce que tu as déjà connu d'autres histoires avant moi, il dit du tout, t'es ma première. Rien du tout avant. Ça, c'est un mensonge. Mais le passé, ça définit aussi le présent d'une personne. Ah oui, ça, c'est pas de ça que je parle. Donc, maintenant, la personne, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, si la personne, imaginons, elle était accro au jeu. D'accord? Mais elle a suivi une thérapie, ça fait 5 ans qu'elle n'est plus rentrée, elle n'a plus joué au moindre jeu, plus rien du tout. Elle a suivi une thérapie, elle a fait ce qu'il fallait. C'est fini, c'est du passé. Je pense pas que c'est utile que sa compagne le sache. Non. Pour, si, parce que s'il est tombé un jour, il pourrait tomber un jour. Si c'est travaillé, je ne dis pas que maintenant que ça fait 2 semaines qu'il a arrêté de jouer. Non. Je parle d'un travail qui maintenant, on peut statuer sur le fait que ça, c'est du passé. C'est fini. C'est fini. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a des sujets qui vont être un peu plus délicats, plus sensibles que d'autres. Mais si la compagne est prête à entendre, lui dire, et lui-même, en fait, si la personne, en fait, elle a fait le travail nécessaire, maintenant, elle va lui dire, regarde, ça fait 5 ans que maintenant c'est fini, j'ai plus rien touché. Elle peut le dire. Mais imaginons qu'elle sache que la personne en face, elle a une sensibilité accrue là-dessus, et qu'elle va avoir particulièrement peur, et elle n'est pas prête à se dire qu'on peut avoir passé le cap et avoir tourné la page là-dessus. Alors, c'est peut-être pas nécessaire de le dire. Alors, est-ce qu'on peut prendre un autre exemple? Dis-moi. Par exemple, un homme qui a connu énormément de femmes avant de me rencontrer, par exemple. D'accord. Moi, j'accepte pas ça. Ok. Alors, on doit faire table rase. Alors, si maintenant, encore une fois, j'ai dit pas le mensonge. Si toi maintenant tu dis, voilà, moi j'ai un vrai problème avec ça, est-ce que c'est ton cas? Là, il doit dire oui ou non. Ah oui, mais du coup, il fait table rase. Non, mais c'est parce que là, si c'est le cas, il doit être honnête. Parce que là, tu as une attente très spécifique, très précise. Si la femme demande. Non, mais moi, j'attends tout. Hein. Ah oui, mais ça, il faut le dire. Oui, mais bon. Non, mais oui, d'accord. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas évidentes et que tu n'as pas exprimé clairement la volonté d'avoir l'information, il n'est pas obligé de le dire. Au même titre que toi, tu ne seras pas obligé de le dire. Ok. D'accord? Ça, c'est pour le passé. Ou la communication. J'ai rien à dire, mais moi, j'en ai rien. Oui. Pardon? Sur un mensonge, oui. Alors il y a toujours des moyens, de pouvoir un petit peu contourner, d'accord? Éviter. Ça c'est très spécifique, mais c'est au cas par cas, d'accord? Mais de façon générale, évidemment, Midevar Sheker Tirak, on a déjà dit, le mensonge, c'est la seule chose dans laquelle il est écrit dans la Torah, sur laquelle il dit qu'il faut fuir. D'accord? Le mensonge, ça doit être fui. Donc on ne ment pas. On ne ment pas. On peut déguiser un mensonge, déguiser quelque chose, mais en fonction de la nécessité. Mais c'est vraiment au cas par cas. C'est assez spécifique. D'accord? Donc on va finir là-dessus pour dire que l'idéal auquel un couple doit aspirer, évidemment, c'est un niveau de confiance et d'absence de jugement parfait, au point de pouvoir tout se dire sans crainte de la réaction de l'autre. Ça, c'est ce qu'on doit développer dans l'idéal. C'est-à-dire que pour l'instant on se marie, ok, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que l'autre n'est pas capable de les entendre, ou parce que moi pour l'instant encore, je ne suis pas encore capable de le dire. Ça aussi, ça peut être vrai dans certains cas, mais encore une fois, ça va être plus restreint encore. Mais l'idéal, c'est, on doit travailler notre couple aussi dans cette optique-là, qu'un jour, on puisse tout se dire. Et qu'en fait, l'autre, il a tellement confiance en moi, et moi j'ai tellement confiance en lui, et il y a tellement plus de jugement, ça c'est fondamental, ça c'est énorme ça, tellement plus de jugement l'un de l'autre. On n'a plus peur maintenant du regard négatif de l'autre, parce que l'autre il nous aime, l'autre il est là pour nous accompagner, il est là, on est un, on ne se juge pas soi-même négativement. Dans cette situation, oui, mais on va toujours se trouver des circonstances atténuantes, toujours trouver des raisons qui vont justifier nos choix. Eh bien, on doit arriver progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, à arriver à développer le fait qu'un jour on pourra tout se dire sans la moindre hésitation, parce qu'on n'aura plus peur de ces jugements-là. On aura une confiance absolue en l'autre. Ça va se travailler progressivement. Donc, si on essaie de répondre simplement, d'abord, encore une fois, vos réactions, vos prises de parole, positions étaient magnifiques, parfaites. Il y avait énormément de choses très intéressantes de ce que vous avez dit. Mais, pour conclure, dans un premier temps, le jardin secret, on va le conserver sur certains points. Sur le passé, oui. Sur le présent, dans certaines situations, oui. Mais le risque, il est énorme. Donc, on va devoir en avoir conscience. L'idée de devoir se dire, ça aussi je l'avais noté, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit, de devoir se dire, regarde, j'ai quelque chose que pour l'instant je ne suis pas capable, je ne pense pas qu'on soit capable de partager tout de suite, c'est aussi très bien. Mais pour éviter justement ce que disait Rebecca ce conflit qui va se créer déjà dès maintenant, de quoi tu ne me dis pas tout, qu'est-ce qui se passe? Non, on s'est mis d'accord avant.
Avant de se marier, on s'est mis d'accord, on s'est dit, regarde, il va y avoir des situations où on ne pourra pas tout se dire, alors est-ce qu'on accepte mutuellement qu'on se dise pour ne pas cacher, ne pas se cacher les choses, et ça permet d'éviter le problème justement de s'enfermer dans des mensonges consécutifs, d'accord, de toujours être enfermé là-dedans, on se dit pas, non, on se dit, regarde, là il y a un truc, pour l'instant je préfère pas tout de suite, parce qu'évidemment il ne faut pas être marre. Ok, il rentre le soir, sa femme déjà elle est pas bien, il va lui dire, tu sais quoi, aujourd'hui elle m'a dragué et franchement j'ai suivi. Non, pas du tout. Là elle est en train de te dire qu'elle se sent pas bien dans sa peau et toi tu lui dis ça, tu es ma boule. Ok, donc il faut avoir un petit peu de jugeote, de se dire non, c'est pas le moment, on le dira un peu plus tard. Ok, donc également aussi c'est hyper intéressant, c'est hyper important, on en a parlé dans le thème de la passion. Je vous invite à le suivre sur YouTube, ceux qui n'étaient pas là. La passion, on avait demandé, est-ce que la passion, elle doit être entretenue tout au long du couple ou non? La passion, elle va s'estomper, c'est pas grave. On va faire autre chose. Il y aura autre chose qui va être le ciment du couple après pour remplacer la passion. Je vous laisse voir sur YouTube le cours. Mais également, le fait de tout dire à l'autre, ça lui permet de nous découvrir encore et encore. On lui dit des choses supplémentaires, on lui cache de moins en moins de choses, il nous découvre encore et encore. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'entretenir la passion. Ça, dans plein de couples, on va parler justement du fait de faire des nouvelles choses, des nouvelles expériences. On va visiter des nouveaux musées, on va aller dans de nouvelles destinations. Pourquoi? C'est pas uniquement pour passer du temps ensemble, parce que sinon on pourrait se faire éventuellement les mêmes choses, les mêmes sorties. Non, c'est pour être dans des situations différentes, dans des milieux différents, qui permettent à chacun de montrer, d'extérioriser une facette que l'autre ne connaissait pas encore. Et bien, cette découverte-là de l'autre, c'est ça qui permet d'entretenir la passion. Sinon, dans un couple, on a l'impression, je connais tout de toi. Ça y est, on se connaît parfaitement. On n'a plus rien à découvrir l'un chez l'autre, donc c'est plus intéressant. La relation, elle perd de son côté intéressant, son côté passionnant, justement. Et donc, un des secrets de l'entretien de la passion, c'est justement le fait de se découvrir encore et encore. Et bien là, quand je vais venir lui dévoiler quelque chose de supplémentaire qu'avant je ne disais pas nécessairement, ça permet de lui permettre de me découvrir encore, et ça entretient justement cette passion. Ok, on a traité de 2 thèmes, et je pense que le 3e thème, en fait, on ne va pas le faire dans le cadre du couple, on en parlera dans la place de la femme dans le judaïsme, parce que c'est justement la notion de la place de chacun dans le couple, et donc c'est vraiment lié à cela. Donc, pour conclure, ce soir, on a fini le cycle du cours Baruch Hashem, on était, au 8e ou 9e cours, je ne sais plus exactement. Pour ceux qui veulent rattraper, il y a une partie qui était que en audio sur Spotify, c'est sur le couple, c'est sur le groupe, de nos cours, ceux qui ne sont pas encore dessus, je suis fatigué. Ceux qui ne sont pas encore dessus, venez voir après, je vous rajoute si vous voulez. Donc, la semaine prochaine, comme je l'ai dit dans le groupe, je ne suis pas là, jeudi prochain, il n'y a pas cours. Jeudi d'après, on fera cours sur Purim, puisque Purim sera lundi soir juste après. Donc, on fera un cours sur Purim, que je n'ai pas encore préparé, j'espère vous pondre quelque chose de sympathique, jeudi d'après. Et ensuite, on commencera notre nouveau cycle sur la place de la femme dans le judaïsme. C'est hyper important de comprendre de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi la femme semble, évidemment de façon évidente, être au second plan. Elle a beaucoup moins d'impact, elle est beaucoup moins présente dans notre religion. En tout cas, elle paraît moins présente, elle est beaucoup moins à l'arrière, elle a moins d'impact. Et dans le couple, comment ça marche? Plein de questions comme ça. Pourquoi c'est la femme, c'est l'homme qui donne le guet, c'est l'homme qui divorce? Pourquoi c'est l'homme qui marie sa femme? Pourquoi c'est pas dans les deux sens? C'est l'homme qui donne l'alliance. D'accord? C'est pas la femme qui donne l'alliance, mais si on peut la donner, c'est pas gênant, mais c'est dans ce sens-là que ça marche. Plein de questions pour comprendre toutes ces notions-là. On développera ça, Bezrat Hashem, à partir de jeudi en 8, on peut le dire en 8, en jeudi dans 2 semaines. Voilà, plus ou moins. Je répète les inscriptions s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je l'ai dit mardi soir et il y a 10 qui se sont pas inscrits. Faites-le ce soir s'il vous plaît. Pour les formalités, je vous laisse voir et on fait notre petit tour de table habituel avec Ruben et Ethan. Ici nous avons Raphaël bien sûr, avec Tom et Johan. Agathe, Rebecca, Paloma, je suis fatigué, excusez-moi. Noam, Michael, Ben, Natacha. Non, je l'avais déjà prise. Elisheva, rappelle-moi. Julia, Rebecca et Eleora. Bonne soirée à vous.